j'avais déjà quand même vraiment cette envie que ça marche, quoi. Je voulais parler à des gens, je voulais montrer ce que j'avais à dire, je voulais toucher des gens, quoi. C'était vraiment le truc le plus important. Les premières vidéos que je faisais, j'étais déguisé en super-héros, c'était vraiment là. YouTube va te faire véritablement changer de conditions sociales. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens un basculement? Je voyais des petits euros arriver petit à petit sur mon compte. Je pouvais actualiser toutes les heures et je voyais 1 euro, 2 euros. En fait, à partir du moment où j'ai plus à compter mon argent et plus à compter ce que je dépense par jour, je crois que c'est là le plus grand luxe possible. Un jour, tu vas faire une vidéo autour d'un hand spinner, donc il va générer un énorme buzz. Je fais la vidéo et le truc surexplose dans tous les sens. Et je pense que ça, c'est le point de rupture le plus important de l'histoire de ma chaîne, quoi. J'ai fait du contenu en japonais. Ça a marché très vite parce qu'en réalité, j'ai plus de 500 000 abonnés au Japon. J'ai fait une interview là-bas, dans des radios et tout. Enfin, c'est allé très loin, quoi. Ça a pris du temps. J'avais 10, 20, 30 abonnés, mais c'est tout ce qu'il me fallait. Une fois que t'as 30 abonnés, c'est bon. Et c'est là où il va falloir tryhard. C'est là où il faut pas lâcher. Minna do ga omite kurete arigatou gozaimasu. Écoute, monsieur Nozman, bienvenue sur Salut. Métier de rêve. Je t'appelle docteur, docteur Nozman, Germain. Tu peux m'appeler Germain ou Nozman. Docteur Nozman, un peu bizarre, je trouve. Ok. Mais en même temps, c'est le nom de ma chaîne, donc tu fais comme tu veux. Je peux t'appeler docteur hein, si tu préfères. Non, je préfère pas du coup. Ok. Mais, non, Nozman ou Germain, comme tu veux. Alors Germain, pour commencer au tout début, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu t'as grandi? Moi, j'ai grandi en Bretagne, du coup, je suis né à Rennes. Et j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, je crois, en Bretagne. Mais pas à Rennes après, enfin très vite, avec mes parents, on a bougé encore un peu plus vers l'ouest, dans les Côtes-d'Armor, euh, vers Saint-Brieuc, en fait, enfin dans cette région-là, mais c'est plus du côté de Paimpol, dans un tout petit village de pêcheurs qui s'appelle Bréhec, où il y a vraiment quelques habitants seulement. C'est vraiment un tout petit bled, mais ultra paumé dans une cuvette comme ça, au milieu de... Alors dans une cuvette, c'est une image, on n'habitait pas dans une cuvette bien évidemment, mais c'était vraiment, tu as 2 falaises comme ça et ça creuse, il y a pas de réseau, il y a pas internet, au milieu de la forêt et Il y a genre combien d'habitants? bah, je pense qu'en hiver, on est vraiment, 20-30, quelque chose comme ça. Ok. Et en été, après, il y a les maisons de vacances, donc il y a pas mal de gens qui arrivent, mais ça doit pas dépasser, enfin, je sais pas envie de dire de conneries, mais peut-être 100-150. Mais c'est vraiment un petit village, quoi. Il y a pas de mairie, il y a pas de il y a un garde champêtre, tu vois? Il y a pas de station de police, il y a pas de tout ça, quoi. C'est un village qui dépend de 2 autres villes, je crois, Ploua et Plouézec. Donc il y a plusieurs, codes postales en fonction d'où tu es, enfin, c'est assez particulier. Ouais, ok. Mais voilà, j'ai grandi là-bas et c'était trop bien. Ouais. Qu'est-ce qui va développer ta curiosité? On sait que tu es quelqu'un d'extrêmement curieux, tu vois, quand tu vis dans un petit village comme ça avec 30 âmes, peut-être pas de Mmh. réseau. Ouais. Ben, je crois que c'est un truc un peu en moi depuis toujours et j'ai aussi ce truc d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à essayer de faire des trucs, en fait. Tu vois, on a eu des ordis, enfin un ordi, très tard, après tout le monde. Pareil pour les consoles, on les avait pas, enfin mes parents ne nous payaient pas des consoles ou des trucs comme ça, je me souviens qu'on a eu la Nintendo 64, heu, parce qu'on a eu un ami qui avait acheté la GameCube peut-être ou on l'a eu après du coup, enfin tu sais, c'était que Mmh. des trucs comme ça, on se passait les choses et tout. Je crois, hein, mais parce que c'est un peu loin pour le coup la Nintendo 64. Mais et du coup, ouais, mes parents m'ont toujours, poussé à essayer de faire des choses. Ils sont eux-mêmes, des grands créatifs. Ils ont fait les beaux-arts, tous les 2. Mon père, il a été prof, d'art, toute sa vie, en gros. Ma mère aussi, une partie de sa vie. Après, elle a fait toute une autre partie, où elle était aide-soignante, donc elle aidait à domicile, elle aidait les personnes âgées qui pouvaient plus se déplacer, Enfin, moi, je l'ai surtout connue aide-soignante, en réalité. Ma mère, enfin, que connue aide-soignante, même. Accumulé 2 tafs, d'ailleurs, aide-soignante et elle faisait le ménage aussi, dans des appartements. Mais ils sont super curieux, super créatifs, ils sont toujours en train de bricoler des trucs et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que ça vient vraiment de mes parents, qui nous ont, avec mon frère, inculqué ce truc de, aller comprendre comment fonctionnent les choses. Tu te rappelles des premiers trucs à l'époque quand t'étais petit qui excitaient ta curiosité, Bah, premier truc que tu t'es mis à tryhard un peu, quoi? moi, c'était surtout le dessin parce que, bah, mes parents étaient des grands créatifs et je me souviens que mon père, dans son atelier, il avait une table, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une table lumineuse où en gros, tu l'éclaires et il y a un grand panneau de LED en dessous et tu peux mettre des calques, tu peux mettre des feuilles et tu verras par transparence, les motifs de la feuille que tu as mis en dessous de ta feuille et du OK. coup, tu peux décalquer plein de trucs et ça, c'était trop cool. On pouvait faire plein de dessins, on recopiait des mangas, des trucs comme ça. Enfin, ça, c'était un truc qui nous amusait bien, mais c'est vraiment, je te parle d'un truc, c'est vieux, quoi.
C'était quoi ton rapport, à la réussite, à l'argent à ce moment-là? Est-ce que tu te voyais réussir à ce moment-là? Bah, déjà là, on parle d'un gars qui a 6 ans, qui vient d'arriver là-bas, donc il y a pas des je suis un enfant qui veut juste jouer et éventuellement, jouer aux jeux vidéo, quoi. Surtout, c'était ça mon but. Mais, non, je me souviens d'une anecdote qui qui fait un peu de peine, mais en même temps, elle est trop mignonne et j'ai une photo, je pourrais peut-être même vous l'envoyer, où je suis dans des escaliers, justement dans cette maison qui est en train d'être retapée et j'ai un morceau de carton dans les mains et c'était en fait le dos d'une boîte de céréales où il y avait, tu sais, il y avait les jeux à l'époque, des jeux à l'époque, derrière les boîtes de céréales Ouais, ouais. et là, il y avait, Donkey Kong et Diddy Kong derrière et je l'avais découpé comme ça en forme de Game Boy et je faisais genre jouer à la Game Boy, tu vois? Parce que j'avais pas la Game Boy, quoi. Mais je l'ai eu un peu après pour le coup, la Game Boy et voilà donc on faisait un peu avec les moyens du bord, tu vois? On faisait comme ça, je m'amusais, comme ça mais Tu joué au premier Donkey, sur Super Nintendo ou pas? Ou ça te dit un truc celui-là ou pas? Je Non? pense que si, j'ai dû y jouer en vrai, mais un peu après pour le coup. OK. Mais je crois que si, si, ça me dit quelque chose, un truc un peu dur, linéaire comme ça. Ouais, linéaire où tu as des niveaux bonus où tu es avec, l'autruche ou l'espadon, tu Ouais, sais, tu chopes des bananes, non ça je ça pense te que je pense que j'y ai joué, mais un peu après. OK. Ouais, ouais. Mais non, non, en fait, voilà, on a eu accès à ces trucs-là, au Game Boy, au machin, tout le temps un peu après. Donc on était super heureux en vrai et mais mon rapport à la réussite et à l'argent, bah, c'était juste que enfin, je sais pas, pour le coup, je me posais pas du tout la question, quoi. C'était et d'ailleurs, avec mes parents, on en parle souvent. Ma mère, des fois, elle me dit, «On n'avait pas grand-chose, mais on était bien, quoi». Elle me dit souvent ça et moi, je me rendais même pas compte qu'on n'avait pas grand-chose. Je me rendais juste compte qu'on était bien, on était en famille, entre nous, mes parents, ils construisent des trucs, mon père, il nous demande de l'aider à couper les arbres dans la forêt, ça nous fait chier avec mon frère, mais on y va, enfin voilà, c'était comme ça, tu vois? Et en vrai, c'était trop bien. Rétrospectivement, j'ai adoré mon enfance, quoi. Alors justement, donc à part la curiosité, tu dirais que c'est quoi un peu les autres valeurs, que t'ont transmises, tes parents, tu vois? Et la richesse un peu que tu as eue, du fait justement de venir d'un milieu assez modeste, quoi? Ouais, je pense que la plus grande valeur qu'ils m'ont transmise, c'est, le fait d'essayer de faire des choses. Systématiquement, de pas juste se reposer sur, enfin pas se reposer, mais de bloquer sur une idée ou une envie, de faire un truc. Heu, Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu bloqués, qui aimeraient bien se lancer dans quelque chose. Je pense que ma force, c'est de jamais être bloqué et de faire le truc en question que j'ai envie de faire. Tu vois, si j'ai envie de lancer un jeu vidéo, bah, je vais le faire. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce j'ai mon infrastructure, j'ai un peu d'argent et cetera donc c'est différent mais même quand je débutais YouTube, tu vois, j'aurais pu avoir 1000 raisons de pas me lancer, quoi. Parce qu'à l'époque, déjà à l'époque, il y avait pas beaucoup de youtubeurs, quoi. Quand j'ai démarré et tout, j'ai démarré en 2011, enfin même 2010. Bon, c'était le tout début, j'avais vraiment 1000 raisons de pas le faire. Surtout que les premières vidéos que je faisais, j'étais déguisé en super-héros, mais tout le monde savait que c'était moi. Je partageais ça sur mon Facebook avec tous les gens du collège et tout. C'était un peu la honte, tu vois? Rétrospectivement, quand je le regarde maintenant, heureusement que j'ai pas pris du recul sur ce truc à l'époque parce que c'était vraiment la honte, quoi. C'était vraiment, pas terrible, mais je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. J'avais envie et je pense que c'est propre à tous les créatifs, quoi. Parfois, c'est viscéral, en fait. On a besoin absolument de créer et de montrer un truc aux gens, de le dire, de s'exprimer. Et ben moi, c'est ça, en fait. Je pense que le meilleur truc qu'ils m'ont transmis, c'est ce feu, en fait, ce feu de la création. Alors justement, ta première vidéo du coup, c'était quoi et comment tu te lances, là-dedans et c'était quoi ton intention surtout, derrière ça? Ouais. Bah, alors, ma première vidéo sur YouTube, c'était justement, en fait, c'était un peu l'époque, des super-héros et tout à l'époque, c'était vraiment, je pense, en 2009, quelque chose comme ça et je me déguisais en super-héros et je faisais genre, j'étais, bah, Nozman, en fait. À l'époque, c'était pas Docteur Nozman, c'était juste Nozman, l'homme de la nuit, parce que Noz, en breton, ça veut dire nuit et j'avais créé, tout un univers autour de ce perso et j'étais déguisé et en plus, je faisais même pas de vidéos de super-héros, je jouais aux jeux vidéo, donc ça n'avait aucun sens mais voilà, en tout cas, je faisais ces vidéos-là et mon but, c'était je m'en souviens que j'avais déjà quand même vraiment cette envie que ça marche, quoi. Je voulais parler à des gens, je voulais montrer, ce que j'avais à dire, même si j'avais pas grand-chose à dire, mais je voulais toucher des gens, quoi. C'était vraiment le truc le plus important
Et tu vois, même si je me rappelle, même si on va un peu plus loin, quand on était au collège avec, un groupe de 4 amis, on avait une BD qu'on faisait qui s'appelait Trog et et en fait, cette BD, elle était, constituée de en fait, à chaque fois, par exemple, moi, j'écrivais un petit morceau, c'était dans des cahiers de collège, quoi, vraiment dans des cahiers Clairefontaine, quoi. J'écrivais 3 pages le soir avec des dessins et tout et puis le lendemain, j'allais la passer à mon pote, Jawen, c'était vraiment son nom pour le coup, qui lui allait écrire la suite. Après, il allait passer à Manu et après Tabata. En fait, on était 4 comme ça OK. et on a fait, mais vraiment 5 6 tomes quoi de BD et puis parfois, ça tournait dans notre classe, il y avait deux trois habitués qui aimaient bien lire ça, même une prof qui lisait la BD et tu vois, aussi loin que je me rappelle, même ce truc-là, c'est con, mais j'avais envie que ça touche des gens, j'avais envie que des gens le lisent et j'avais déjà ce besoin que ce que je fais, touche des gens, quoi, tu vois? Donc c'est vraiment en moi depuis, toujours et et après ma première vidéo, donc c'est ça, c'est sur cette chaîne, où on faisait du jeu vidéo, à plusieurs et moi j'étais déguisé en super-héros et c'était vraiment la cata, quoi. Mais donc justement, là, si je te remonte ta première vidéo, ça t'éprouve, pardon, ça te fait ressentir quoi? C'est plus de la honte ou de la fierté justement de t'être lancé, tu dirais quoi? Bah, un peu des 2, mais la honte, prédominera jamais sur, la fierté et le bon choix. Je suis Ouais. convaincu que c'est le meilleur choix de ma vie d'avoir fait ça et d'ailleurs, je l'ai dit à pas mal de mes potes, enfin, surtout un de mes potes qui, lui, voulait a toujours eu envie de bah, c'est Jawen, c'est le même qui écrivait aussi dans cette BD. Aujourd'hui, il est streamer, il en vit, donc grosse dédicace à lui. C'est un de mes plus vieux amis, un ami d'enfance. C'était un de mes voisins d'ailleurs à Bréac aussi, dans ce tout petit village, on faisait tout ensemble, enfin c'était vraiment mon giga sauce, quoi et et tu vois, j'ai souvent dit, et notamment à lui: «Si tu te lances maintenant et que tu t'investis, je te jure que dans 5 ans, tu le regretteras pas. Si vraiment tu t'y mets un peu, quoi» et aujourd'hui, je pense qu'il regrette pas. Alors il s'est pas lancé, grâce à moi, hein, mais il a toujours eu aussi, eu envie de faire ces petits trucs-là. Il a toujours essayé de papillonner à droite à gauche, de faire des petites vidéos. Il a lancé des petites chaînes et tout qui ont plus ou moins marché et après il s'est vraiment investi dans le streaming et là ça marche super bien, quoi. Il fait des événements, je pense que c'est un des streamers sur Dofus le plus suivi, en France. Ça y est, il est là, quoi et Il a marché tout seul, tu même pas eu à lui donner de force et non, tout non, ça ou? je lui ai pas donné de force, ou quoi que ce soit, mais mais je sais plus pourquoi on s'est mis à parler de Jawan, c'est super d'ailleurs, il y a Non, pas de mais problème. tu me disais que sur ta première vidéo, tu es fier de t'être lancé et que c'est Ah le ouais, conseil que voilà tu et lui as donné, quoi? ouais, c'est ça, exactement. C'était tellement pour moi, heu, quelque chose de positif qui m'est arrivé dans ma vie, que je me suis dit, «Je pense que ça peut arriver à d'autres gens». Si tu as un peu si tu un peu de motivation et de discipline, franchement, tu peux, avec le temps, ça peut donner quelque chose, quoi. À l'époque où tu te lances, bon, tu avais déjà bien sûr ce côté curieux, mais tu avais déjà le ton pédagogue qu'on te connaît bien aujourd'hui ou c'est venu après avec le temps ça? Bah, quand j'ai lancé la chaîne Nozman, ouais, il y a toujours eu enfin, Docteur Nozman, il y a toujours eu ce truc un peu pédagogue, parce que dès le début, en fait, je savais que la DA de ce perso, ça allait être, d'être alors au début, c'était un espèce de docteur un peu bizarre, loufoque, habillé en blouse et tout, qui apprenait des choses aux gens, montrait un petit peu comment faire des expériences et tout ça. Après ça a vite évolué en juste, moi, en fait. Je suis devenu, moi normal. Mais ouais, j'ai assez vite, voulu, raconter aux gens comment fonctionnaient des choses, tu vois? Et et surtout montrer aux gens, comment dire? Les concepts qui m'intéressent, essayer de les vulgariser, de les faire comprendre pour tout le monde. C'est ça mon but. Et tu t'es jamais, senti, pas légitime, tu vois, du fait d'expliquer ces trucs-là où tu étais pas forcément, l'expert, tu vois? Mmh. Je pense que ça, c'est un des trucs intéressants aussi sur le YouTube Game, quoi, que c'est pas forcément des experts qui parlent, c'est plus des passionnés, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est étonnamment, c'est venu un peu plus tard, quand j'ai compris ce qu'était, la vulgarisation scientifique. C'est là où je me suis dit: «En fait, je suis peut-être pas vraiment à ma place. Il y a peut-être des gens, dont c'est le métier, qui sont beaucoup plus qualifiés que moi». Au début, quand je me suis lancé, je connaissais pas du tout ce truc de la vulgarisation. Il y en avait déjà qui existaient, bien évidemment, sous la forme de bouquins, de blogs, et même de vidéos, mais vraiment très peu à l'époque. Mais du coup, j'avais pas trop de modèles, quoi, en tout cas pour la vidéo. Donc je me posais pas à part, il y a quand même C'est pas sorcier, hein, faut pas les oublier, c'est quand même, des vulgarisateurs de l'époque, quoi. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a donné envie de faire ça, quoi. Jamy qui est toujours là, hein, d'ailleurs, hein, qui fait Ouais, toujours des vidéos et toujours tout. là, ouais, c'est clair.
Mais non, c'est venu un peu après quand j'ai rencontré justement pas mal de gens, issus du monde des sciences, où là je me suis dit: «Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus enclins et légitimes à parler de ça». Mais en fait, ils m'ont tous fait comprendre avec une énorme bienveillance qu'il y a pas de souci. Si tu as une grande rigueur et ouais, surtout vraiment de la rigueur dans ton travail, et ben, il y a pas de problème. Il suffit juste de pas raconter n'importe quoi, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, à 100 sur la chaîne, hein. Dès qu'on dit une bêtise, alors toutes nos vidéos sont, vérifiées par des experts à chaque fois dans chaque domaine, mais dès qu'on dit des bêtises, on se corrige aussi vite que possible, quoi. Donc c'est ça le principal. Souvent, il y a une tension, tu vois, sur, 2 personnes qui parlent d'un sujet entre, le vulgarisateur et vraiment, l'expert, tu vois? Parce que c'est dur, je trouve, d'être un bon vulgarisateur et d'être respecté par les experts qui disent: «Oui, bon là, il vulgarise un peu trop, c'est un peu faux ce qu'il dit». Non, tu pas ressenti ça toi, Non, franchement, non, justement, j'ai pas ressenti ça et alors il y a toujours quelques personnes qui sont, un peu réfractaires à ça, mais en fait, le monde de la science va quand même avec le monde de la vulgarisation et c'est obligé d'avoir des vulgarisateurs dans ce monde-là, sinon personne comprendrait ce qui se passe dans notre monde, quoi. Enfin, mmh, en tout cas, dans le monde des sciences. Parce que tous les concepts, quand on explique, comment fonctionne une éclipse ou les bases de la physique quantique ou, comment fonctionne un ordinateur quantique, s'il y a pas de vulgarisateur scientifique, bah, vraiment personne ne va rien comprendre, OK, quoi. ouais. Donc en fait, souvent les scientifiques sont assez, ouverts aux vulgarisateurs. Souvent c'est souvent c'est pas des scientifiques d'ailleurs les vulgarisateurs. Enfin, ça arrive que ce soit des scientifiques ou des gens issus du monde, académique, mais ça arrive très souvent que ce soit pas des scientifiques parce qu'il y a un truc un peu pervers que j'ai rencontré justement dans le monde de la recherche et de la science, c'est que souvent les gens qui sont chercheurs ou scientifiques, qui ont, leur doctorat et tout, sont un peu mal vus par leurs pairs quand ils commencent à faire de la vulgarisation Mmh. scientifique. Il y a un peu ce truc où tu es obligé de faire un choix. Soit tu fais de la recherche, soit tu fais de la vulgarisation. Tu peux faire les 2 dans certains cas. Je connais du coup pas mal de gens qui font les 2, mais il y a quand même ce truc un peu pervers où parfois c'est mal vu par leurs collègues, quoi. Bah, c'est ça, il y a ce côté un peu snob presque où les gens se disent: «Voilà, le vulgarisateur, c'est Ouais, pas un expert, c'est ça, c'est ouais. qu'il est un peu il est moins c'est vu comme moins noble», quoi, tu vois? Ouais, où il va mal dire les choses, où il va faire des gros arrondis et c'est pas bon, tu vois? Ce genre de choses-là. Donc mais bon, pour moi, du coup, ça se passe bien. Moi, je suis pas un scientifique, donc tout va bien. Alors c'est quoi la est-ce que tu te rappelles la première vidéo où tu t'es dit: «Là, ça y est, il commence à se passer un truc», quoi? Ouais, je m'en rappelle, et d'ailleurs, j'étais chez Jawen, encore le même. Le fameux. Ouais et en fait, je venais d'avoir, je crois, enfin, il y a quelques semaines avant, je venais d'avoir la monétisation d'activer sur ma chaîne et j'avais fait une vidéo, donc c'était une expérience. Heu, je crois que c'était soit fabriquer une balle rebondissante ou fabriquer un chewing-gum. Je crois que c'était plus un chewing-gum et je voyais des petits euros arriver petit à petit sur mon compte. Tu vois, je pouvais actualiser toutes les heures et je voyais 1 €, 2 € avec les vues AdSense parce que cette vidéo avait un peu plus, pété que les autres, quoi. C'était modeste, à l'époque, hein, en vues, mais C'est genre quoi? je sais plus, c'était des dizaines de milliers de vues, tu vois? Mais c'était déjà pas mal à l'époque, franchement, on parle d'une époque où il y avait aucune chaîne à 1 million d'abonnés déjà. Ça n'existait pas. C'était OK. vraiment en 2012, un truc comme ça. Je pense pas qu'il y avait de chaîne à 1 million d'abonnés encore. Donc c'était faire des 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 vues, c'était exceptionnel. Ouais, ouais. Et oui, je voyais ces petits milliers de vues s'accumuler et il y avait mon compte AdSense où il y avait 3, 4, 5, 10 € et j'étais chez Jawen et on regardait ça, je dis: «Mais c'est fou, ça y est, tu vois, il se passe quelque chose, quoi». 2011, tu avais quel âge? 2011, j'avais 21 ans. Moi, tu te lances? OK. OK, OK. Ouais, j'avais 21 ans. Bah, alors, j'avais déjà la chaîne, où j'étais déguisé en super-héros, 1 an et demi avant, donc j'ai démarré en 2019, je crois, YouTube. En 2009? En 2009, pardon, Ouais, ouais, OK. 2009. Mais ouais, c'était avec cette vidéo-là où je me suis dit, «Ah, il se passe quelque chose» et après, j'ai vraiment jamais arrêté, en fait, de faire des vidéos. Hem et je me souviens que, donc le temps passe un petit peu et j'atteins 100 000 abonnés, je crois. À ce moment-là, je pars au Canada pour m'installer pendant 6 mois et je me dis, Pourquoi? C'est pour tes études? ouais, Pour, non, c'était, ma copine qui faisait son stage de fin d'études, à Ubifrance là-bas. OK. Heu, pas Ubisoft, mais Ubifrance, une boîte de commerce international et si je dis pas de bêtises, hein et moi, je me dis: «Bah, moi, je vais faire du YouTube temps plein, quoi et je vais payer ma part du loyer,
avec les revenus AdSense, quoi. À cette époque-là, ça rapportait plusieurs centaines d'euros par mois. Et du coup, je pouvais vraiment assumer. En plus, les loyers sont un peu moins élevés à Montréal. Donc, je crois qu'on payait 400 $ par mois. Donc, moi, je prenais 200 $ de mon AdSense, enfin, de mon salaire, on va dire, de YouTuber, quoi. Et, euh, et j'étais déjà full-time YouTube. Et c'est à ce moment-là où il y a vraiment eu une inertie différente, où je me suis dit, ça y est, c'est mon métier maintenant. Je vais essayer de faire que ça et on va voir ce que ça va donner, quoi. Et à ce moment-là, quand tu te lances, je sais pas, tu jamais eu peur de te dire, «Tout va s'arrêter du jour au lendemain, je suis un peu tributaire de mes revenus AdSense», tout ça? Si ça a tributaire de mes revenus, même encore aujourd'hui, hein, je me le dis toujours. Cela dit, peur que ça s'arrête, non, je crois pas fonctionner comme ça. J'ai l'impression que ça revient un peu à faire un peu des plans sur la comète. Et encore une fois, je crois que si j'avais peur que les choses s'arrêtent ou ne fonctionnent pas, je ferais rien, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive à essayer d'entreprendre à faire des choses. Alors, c'est à mon humble niveau, c'est jamais voilà, stratosphérique, hein, mais je crois pas que j'ai des craintes sur l'avenir, en fait, parce que je me projette pas du tout. Vraiment, je sais pas trop ce que je vais faire dans 1 an, 2 ans. Je sais que ça va graviter autour de la vidéo, j'espère, mais j'ai aucune vision précise, quoi. Donc, non, pas trop de crainte à ce niveau-là. Comment réagit, ton entourage, tes parents notamment, au moment où voilà, tu te lances, full-time, sur YouTube? Bah, eux, ils sont vraiment chill avec ça. Franchement, mes parents, ils ont jamais été, relous sur mes choix de vie. Et pourtant, avant que tout ça démarre, quand j'étais encore, fin de lycée, c'était pas gagné, hein. Franchement, comme j'étais pas un élève, incroyable, au niveau orientation, c'était un peu compliqué. Mais du coup, quand ils ont vu que ça commençait à prendre, ils regardaient ça vraiment de loin. Ils étaient en mode: «Bah, ouais», enfin, ils savaient pas trop, quoi. Mais après, quand ils ont vu la stabilité financière et tout, ils se sont dit: «Bah, c'est fou», et après ça s'est jamais arrêté. Donc là, ils trouvent ça incroyable. Puis maintenant, c'est quand même installé, quoi. Tu vois, j'ai ma boîte de prod, les revenus, ils sont là, ça fait 15 ans, donc ils se posent plus du tout la question, hein. En tout cas, pour mes parents, ils comprennent très bien que c'est un métier, que tout ça, c'est une industrie. Ils connaissent les autres youtubeurs, ils connaissent bien ce milieu maintenant aussi, parce en 15 ans, on a eu le temps d'en parler, quoi. Et puis mes proches, bah, ils trouvent ça super. Alors aujourd'hui, mon entourage, c'est quand même beaucoup de gens issus de la création. Mais mon entourage, vraiment d'amis d'enfance, bah, il y a entre autres ce Jawan qui lui aussi est là-dedans. Mais sinon, les autres qui sont pas là-dedans, ils trouvent ça génial, quoi. Enfin, ils trouvent ça super, sans que ça change nos rapports, tu vois? Il y a rien qui change d'ailleurs, mais je trouve ça top pour moi, quoi. Alors YouTube va te faire, véritablement, changer de conditions sociales. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens un basculement? Ouais, bah, en fait, il y a un truc vraiment important, c'est, tu vois, sur le fait de moins faire attention à mes dépenses, tu vois? Typiquement, quand je suis arrivé à Paris, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et bon, j'avais calculé, j'avais 5 euros par jour. Je pouvais dépenser 5 euros par jour, sinon au bout du compte, comme je crois que j'avais 200 € d'APL, un truc comme ça. Et il me semble que mes parents me filaient 100 € par mois, quelque chose comme ça, pour pouvoir vivre, quoi. Je sais plus exactement, mais en gros, j'avais 5 balles par jour. Et en fait, 5 balles par jour, c'est pas énorme, Oh, quoi. c'est pas fou, ouais. Tu peux acheter des pâtes, aller manger ou faire des petites courses de Ouais, temps en temps, et voilà. prendre 2 cafés. Ouais, mais Deux. en vrai, c'est le quotidien de tout un tas d'étudiants qui sont au Crous et qui font leur vie, comme ça, hein. Et ben, Mmh. j'étais là-dedans, j'avais un tout petit appart, miteux, alors c'était dans le 5e, étonnamment. C'était vraiment, bien placé, mais l'appart, il était dégueulasse, quoi. Vraiment, et ça, je m'en suis rendu compte après, mais c'est comme, mon enfance où ma mère, tu vois, typiquement, quand je te disais qu'elle me disait: «On n'avait pas grand-chose, mais on était bien». Moi, là, c'était pareil. L'appart, il était dégueulasse, le sol, il était pourri en rustine, avec du lino dégueulasse, il y avait des champignons sur le mur. Enfin, c'était c'était insalubre, en fait. D'ailleurs, quand je l'ai quitté, je suis repassé après, le truc a été tout refait nickel. Donc moi, j'étais vraiment le dernier bêta-testeur de cet enfer-là. Mais Mais tu donc t'en rendais pas compte, non, quoi? je me rendais pas compte. Ouais. J'étais tellement content d'être, à Paris, quoi. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai plus à compter, mon argent, et plus à compter ce que je dépense par jour, je crois que c'est là le plus grand luxe possible, en fait. C'est de pas avoir à se soucier de ce que tu dépenses. Alors moi, je suis pas un grand dépensier, hein, vraiment, j'achète, quasiment jamais de fringues. Tu vois, ça, c'est les fringues qu'on a lancées, le Biome, la marque, qu'on a lancée, en 2018. Elle est même un peu effilochée là. Bon bref, il faudrait que je fasse quelque chose, mais j'achète pas beaucoup de fringues. Je suis pas un grand dépensier.
Donc, si tu veux, c'est le plus grand luxe pour moi, c'est et puis le fait de justement de sortir de cette condition un peu de pas avoir beaucoup de thunes, c'est ça, c'est quand les AdSense et les OP, les machins, ont pu me permettre de plus compter, quoi. Tu vois? De plus compter quand je fais des courses, si je vais à un resto, d'inviter des potes, de voilà, de faire croquer un peu, même la famille maintenant, j'hésite pas, tu vois, à faire tout ça, quoi. Mais ouais, donc ça se fait petit à petit, quoi. Il y a pas un moment Ouais. où tu t'es dit, «Là, ça y est, c'est bon, j'ai plus à compter». Enfin, tu te rappelles pas d'un moment où, je sais pas, où tu as un déclic et tu te Non, dis: je me «OK». rappelle pas, mais globalement, quand on est revenu du Canada, pendant le Canada, comme j'étais vraiment dans ma tête, c'était full time YouTube. J'ai pu vraiment charbonner à fond pendant 6 mois. Je me suis imposé une grande rigueur et alors je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans la vie de base et quand je me fixe des règles, généralement, je les maintiens, vraiment solidement et si je m'impose une routine, généralement, pareil, je suis très solide là-dessus, mais sans effort. J'ai de la chance à ce niveau-là. C'est si je m'impose une routine un peu dure, j'aurais aucun problème à la suivre. Je sais pas pourquoi. J'arrive à me programmer, et ça, c'est cool. Mais du coup, pendant ces 6 mois, j'ai pu bûcher, faire beaucoup de vidéos et ça a bien monté. Je me souviens que alors si on veut parler chiffres, on était parti à j'avais 100 000 abonnés. D'ailleurs 6 mois après, je suis arrivé en France, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai ouvert le colis YouTube avec le bouton, pour le trophée, 100 000 là. J'étais trop content. Mais je suis revenu, j'avais genre 350 000 abonnés. Donc tu vois, j'avais fait x3 en abonnés et bah, du coup, c'était pas x3 en revenus, c'était peut-être même un peu plus parce que ça marche pas exactement comme ça, mais en gros, le post-Canada, vraiment, c'est là où ça y est, j'étais youtubeur. Vraiment, c'était mon taf. Les gens, ils commençaient un peu à me connaître. Je me souviens que j'habitais dans le 13e arrondissement à l'époque et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a reconnu et c'était fou, quoi. Donc, c'est à ce moment-là où tout a basculé Parce vraiment. qu'au Canada, tu te rendais pas compte, quoi, parce que tu te faisais pas reconnaître au Canada, quoi. Non, alors je m'étais fait reconnaître ah non, non, c'était avant le Canada que je m'étais fait reconnaître, je dis une bêtise. Heu et au Canada, je m'étais fait reconnaître aussi une seule fois quand mon frère était venu me voir à un moment donné, c'était fou. Mais tu vois, c'était 2 fois en 6 mois donc mais voilà, le post-Canada, c'est là où tout a changé, et puis j'ai continué à m'imposer ce truc d'une vidéo par semaine, très, très longtemps et voilà. Les amis, je prends quelques secondes pour vous parler de l'événement que j'ai monté avec deux associés, la Paris Creator Week. Alors la Paris Creator Week, c'est le grand rendez-vous de la Creator Economy en France. Ça se passe le 9 et 10 décembre à Station F. Et si tu bosses de près ou de loin avec des créateurs de contenu, c'est vraiment l'événement incontournable en France. Que tu sois créateur de contenu, monteur, graphiste, directeur marketing, responsable influence ou que tu bosses en agence, c'est là que tout le milieu se retrouve pendant une semaine. La Paris Creator Week, c'est une semaine d'événements B2B, donc c'est un salon réservé aux professionnels avec plein de cadres de networking différents. Donc des petits déjeuners, des soirées, des dîners, mais aussi un salon classique avec des stands et des conférences toute la journée qui s'enchaînent sur les thématiques clés de la création de contenu. C'est certainement là que tu trouveras tes prochains partenaires et peut-être même que tu vas pouvoir signer tes futurs contrats. Alors pour te donner une idée, certains participants de l'année dernière ont réussi à faire un ROI supérieur à 10. Les billets sont disponibles sur notre site internet, je vous le mets en commentaire, donc www.pariscreatoric.com. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site toutes les infos, notamment sur les speakers qui seront présents. Et en plus de ça, je vous propose un code promo Jocaris qui vous donne moins 15% supplémentaire sur les billets. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile pour ceux qui s'intéressent à la création de contenu. Et on reprend tout de suite l'épisode Métier de rêve. Alors justement, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assez discret à la base. Comment tu as vécu le fait d'être connu, quoi, et la notoriété? Ben, déjà chez moi, la notoriété, elle est quand même assez légère, quoi. C'est pas les gens qui courent dans la rue pour m'attraper, c'est vraiment tranquille, quoi. Peut-être que c'est parce que je T'as fais 5 des millions d'abonnés aujourd'hui sur YouTube, c'est ça? sur YouTube, ouais. Peut-être que c'est parce que je fais des vidéos de science et que les gens ont une espèce de distance, peut-être à cause d'un effet professoral, j'en sais rien. Mais, alors on me reconnaît tous les jours et peu importe où je vais, si c'est à la boulangerie, dans un resto, il y aura toujours un regard ou 2 sur moi, quoi. Ça fait partie de ma vie, c'est comme ça et le regard que je porte du coup, les gens, ils sont tellement gentils que ça me pose pas de problème, quoi. Le seul truc un peu pervers, c'est des fois quand on te filme à ton insu, au resto ou ce genre de truc. Là, c'est un peu chiant. T'as Ou déjà eu des trucs chiants comme ça qui te sont Ouais, arrivés? ouais, bah, même des trucs très, très chiants et enfin, ouais, des trucs, un peu glauques même, on va dire. Je sais pas si on pourrait en parler, mais bon bref, il y a eu Comme des tu le sens. histoires. Ouais, on verra. Et ouais, tu vois, il y a des histoires un peu, mais je pense que ça arrive absolument à tout le monde. Alors peut-être pas dans les peut-être pas, au niveau que moi j'avais eu que j'ai eu à un moment donné, mais
Ouais, c'est des trucs, qui arrivent et en vrai, je le vis quand même assez bien parce que, les gens sont toujours très gentils, quoi. Tu t'es déjà, je sais pas, camouflé pour éviter qu'on te reconnaisse ou tu te Heu, balades toujours avec une casquette ou ouais, mais la casquette, j'aime bien juste, c'est comme l'accessoire, ça? en OK. fait, c'est un truc que j'aime bien. Hem, Camoufler, non, à part non, non, vraiment camoufler, non, quand même pas. Je crois que ce serait un peu, trop en faire, vraiment. Est-ce que tu t'es déjà senti, prisonnier de ton image? Non, je crois pas que non, non, je crois pas parce que, bah, en fait, c'est moi, dans les vidéos, quoi. Peut-être que je parle différemment, j'ai un ton, acté, machin, parce que je suis devant une caméra, mais comme c'est juste moi, non, je crois pas. Tu as l'impression d'être toi-même quand quelqu'un te reconnaît dans la rue, est-ce que tu as l'impression de rester toi-même ou d'être obligé du coup de te remettre un peu dans ton jeu, tu vois, du perso qu'il connaît Non, ou? franchement, je suis moi-même, d'ailleurs, je me dis même alors je suis quand même un peu plus, je suis quand même un peu plus, comment dire? Dans la vraie vie, je suis plus franc, pas franc, mais peut-être un peu plus vulgaire, tu vois? Ouais, Typiquement. Alors sans dire des gros mots, de partout, mais du coup, peut-être que quand les gens me croisent, peut-être qu'ils se disent: «Ah, il parle pas exactement comme dans ses vidéos», peut-être il parle plus vite ou différemment, je sais pas, mais non, en tout cas, je me sens pas prisonnier ou, différent ou je prends pas un rôle, non. OK. Je pense que les gens sont pas choqués, quoi. Parce que moi, je trouve que ça fait ça, tu vois, quand quelqu'un te reconnaît dans la rue, tu vois, bah, dans la rue, je suis comme tout le monde, tu as un peu un filtre, tu as un peu une tête, tu vois, de marbre et tout ça et quand quelqu'un te reconnaît, tu te dis: «Bon, bah, il en connaît plus sur moi que j'en sais sur lui» et Ouais, donc il y a un peu le masque qui tombe et je suis direct moi-même comme je serais avec un pote, tu vois? Alors que et c'est assez bizarre de jouer ce jeu-là alors qu'en fait, je le connais pas, quoi. ouais. Ça te fait pas du tout ça? Non, à la limite, ce qui peut m'arriver, c'est plus que, bah, quand je marche dans la rue, je suis conditionné à aller à un point B pour faire, je sais pas moi, aller voir mon comptable, aller à l'escalade, aller au sport, aller machin et quand quelqu'un vient me sortir de ce truc, c'est peut-être plus ça il va se dire: «Oh, il a l'air paumé lui», parce qu'en fait, ça m'a sorti de mon inertie et je vais agir différemment ou quoi. Tu vois, c'est peut-être plus ça, mais sinon non, j'ai l'impression d'être normal, quoi. Ouais. OK. Bon, donc tu vis plutôt bien ta Ouais, franchement, notoriété et non, je le vis bien, ouais, et parce tu que les gens me le rendent bien, en fait. c'est ça, tu as un public qui est que tu trouves, Ouais, bienveillant, quoi? très gentils, ouais, ouais, ils sont toujours, mais je pense vraiment que c'est parce qu'il y a le côté science, en fait. J'ai Ouais. l'impression parce que ouais, alors je j'ai jamais, été avec, une personne issue du divertissement quand il se fait reconnaître dans la rue, enfin je crois pas, mais je pense que c'est un peu différent pour eux. Il y a peut-être un côté plus star, tu vois? Peut-être. Ouais, ouais. Je sais pas. En tout cas, moi, ça va. Alors un jour, tu vas faire, une vidéo, donc autour d'un hand spinner, donc une, toupie de main, voilà, Mmh. qui va générer un énorme buzz. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, ce qui va se passer? Ouais, bah, ça, c'est en 2017, en début 2017. Où en gros, je vois, je suis sur Insta et je scrolle, les stories et puis je crois qu'il y avait des pubs, entre les stories déjà, ou c'était peut-être entre les posts, je sais plus et je vois une vidéo d'un spinner, vraiment pour une pub, quoi et je me dis: «Ah, ça a l'air marrant ça, ça a l'air de trop bien tourner». Il y a un effet stroboscopique et tout, on dirait qu'il tourne à l'envers, un peu comme une roue de voiture et tout, enfin comme un enjoliveur de voiture là et je me dis: «Je vais en commander un et je ferai une petite vidéo pour expliquer ces 2-3 phénomènes, là-dessus, quoi». Mais sans vraiment du tout me dire qu'il va se passer ce qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, même j'en parle à ma copine et il y avait ma mère à l'époque sur Paris et je lui montre et tout le monde me dit: «Bon, c'est un peu naze ton truc là» et c'est vrai que ça paye pas de mine, quoi. C'est un peu pourri, mais je fais la vidéo et le truc, surexplose dans tous les sens et sans que je comprenne, du tout comment ça a pu, se passer, quoi et Tu t'attendais pas à ce que la vidéo, elle marche de ouf, quoi? non, 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 vraiment. C'était une vidéo que j'avais prévue, pour, on va dire, remplir mon calendrier pendant que j'étais, au Japon. Je partais au Japon pour un tournage et je partais 2 semaines et j'avais besoin d'une vidéo pendant ce voyage-là qui devait être faite un peu produite un peu vite fait, rapidement. Ah ouais, OK. Donc je l'ai quand même fait bien, hein. Il y a de la science dedans. Je me souviens qu'elle avait été backée par des physiciens et tout, pour pas que je dise de bêtises. Voilà, donc je l'ai publié pendant que j'étais au Japon. Comme j'ai mon petit rituel où j'aime bien mettre moi-même en ligne à 18h, cliquer sur publier et tout, j'étais resté jusqu'à 2h du mat, réveillé en train de lutter contre le décalage horaire, c'était un enfer. J'avais même loupé l'upload au début, je l'avais publié, à 16h je crois, heure française. Ce qui est marrant, c'est qu'elle avait déjà fait un super bon démarrage. Je m'en suis rendu compte 1 heure après, je me dis: «Merde, elle est publiée et tout», j'avais foiré en fait la programmation, quoi
Mais je vois qu'elle avait déjà bien démarré. Je me dis: «C'est bizarre», donc je la supprime vite Ah ouais. et là, je lutte jusqu'à 2 heures, et je la mets en ligne et je me réveille à 5 heures du mat pour aller prendre un bateau. Enfin, on allait sur une île au chat. Il y a une vidéo qu'on a faite sur une île au chat et à 5 heures du mat, elle avait déjà, mais beaucoup plus de vues que toutes mes autres vidéos, cumulées, quoi, et je me dis: «What? C'est incroyable, quoi». J'avais l'impression que ça buggait, enfin, et ça n'arrêtait pas de monter et puis par effet domino, tu sais, ça fait un peu des vues sur les autres vidéos par effet de vase communicant, quoi, et hem et je me dis: «C'est fou ce truc», et du coup, je je me souviens que j'ai commandé 4 hand spinners, mais différents, tu vois? Avec des effets visuels un peu différents, et je me dis: «Quand je rentre en France, je fais une autre vidéo, et tout machin sur les hand spinners», et ça a trop bien marché aussi, et après j'ai lancé cette série sur les objets un peu bizarres, scientifiques, quoi, et je pense que ça, c'est le point de rupture le plus important de l'histoire de ma chaîne, quoi. C'est le moment où ça m'a fait passer, d'un point A à enfin d'un niveau 1 à niveau 2, ou même niveau 10, direct, quoi. Donc concrètement, je sais pas, c'est en nombre d'abonnés ou en genre tu passé de combien à combien? Bah, en gros, je venais d'atteindre, le 1 000 000 d'abonnés déjà, donc c'était quand même pas rien. Mais bon, en 2017, il y avait déjà pas mal de chaînes qui avaient le million, mais en tout cas, j'étais la première chaîne scientifique, française à avoir le 1 000 000 d'abonnés. Ça fait plaisir, et donc j'avais mis, donc 7 ans à avoir 1 million d'abonnés. Et fin 2017, j'ai le deuxième million d'abonnés. Donc tu vois, j'ai mis Ouais, 7 ouais. ans à avoir 1 million. Un an plus tard, j'avais le deuxième million. Je crois que c'était 6 mois après le troisième, ou un an, le troisième. Et tu vois, ça a vraiment fait Ouais, ouais, fum c'est comme ça, quoi. exponentiel, quoi. Ouais. Ouais, ça a été exponentiel, et ça s'est pas arrêté pendant. Il y a eu 2 années où c'était absolument la folie. Après, il y a eu une vitesse de croisière ou un peu un espèce de plafond de verre qui est toujours un peu pété de temps en temps, mais il y a vraiment un truc de croisière qui s'est installé, quoi. Bon, qui est une très belle croisière, on va pas se mentir, mais non, non, ça a été exponentiel, ouais, pendant pas mal de temps. Quand tu as un buzz de malade comme as, est-ce que ça te c'est cool, ça te propulse, mais est-ce que ça t'enferme pas un peu, tu vois? Ça te met pas un peu une étiquette, dessus, quoi? Le hand spinner, il y a eu quand même l'étiquette, ouais. Ouais. Tellement c'était big, il y a eu quand même l'étiquette du mec au hand spinner, quoi. Après, c'est quand même passé assez vite, mais tu vois, on en parle tout le temps. Mais en même temps, c'est comme ça fait partie de l'histoire de la chaîne, et on pourra jamais refaire l'histoire, et en même temps, c'est un des plus beaux, trucs qui ait pu m'arriver. Enfin, en tout cas, pas beau, mais un des trucs les plus importants qui a été, vraiment, un changement majeur, quoi. Donc, moi, je suis content de ça. Clairement, j'en suis fier. Comment tu gères, la pression, des attentes qu'il y a après un aussi gros buzz de te dire: «Bon OK, maintenant la vidéo d'après, il faut que ça soit aussi bien», Genre, j'ai aucune pression à ce niveau-là, vraiment, parce que alors franchement, à l'époque, c'était pas les vidéos produites comme, en ce moment, quoi. Le hand spinner, c'était une vidéo de, je pense qu'elle fait 3 4 minutes, hein. Elle doit durer 3 4 minutes. C'est vraiment à l'époque, les vidéos YouTube duraient, cette durée-là. Je pense qu'il y avait pas encore la double monétisation au bout de 8 minutes où tu peux mettre plein de pubs, heu et même je pense que les vidéos des grosses têtes de YouTube, genre Squeezie et tout, alors, sauf que lui, il faisait peut-être encore du jeu vidéo et tout, mais les gens, avaient tendance à faire des vidéos de maximum 10 minutes. C'est plus comme aujourd'hui où ça fait ça peut lâcher des vidéos de 2 heures, c'était pas pareil. Donc, si tu veux, la grosse production attendue suivant celle-ci, c'était une vidéo peut-être sur les lieux les plus dangereux, chimiquement au monde, qui dure 5 minutes. Tu vois, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais de pression à ce niveau-là, parce que les vidéos, je les fais pas spécialement, pour plaire aux gens, en fait. Je l'ai fait déjà dans le but que ça me plaise à moi, à ma copine, à mon équipe, et si nous, on est fiers de ce qu'on a fait, bah, on espère que ça plaira aussi aux gens, mais on se met pas trop de pression, franchement. Comment tu fais pour toujours, te renouveler, trouver de nouvelles idées, tu pas des moments où tu as des grosses pannes, d'inspiration? Si, là, en ce moment là, je sors d'une période un peu dure, justement, à ce niveau-là, et par contre, pour rebondir sur ta question d'avant, la pression, nous, on l'a plus sur les sujets qu'on va choisir. D'accord. Typiquement, on a fait une vidéo sur le vaccin. Là, on a une grosse pression à sortir cette vidéo parce qu'on sait qu'on va certainement se prendre un raz-de-marée de haine, et c'est le cas. C'était terrible quand on a fait une vidéo sur le vaccin. Quand on a fait plusieurs vidéos sur le Covid pour expliquer comment ça fonctionnait. Pareil, là, on sait qu'on a des grosses attentes parce que le public a envie de savoir, comment le Covid fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les gestes barrières, comment il faut se laver les mains et tout. On a une grosse attente là-dessus. Donc là, on se met une grosse pression, effectivement. On a peur que ça passe pas bien, et c'est surtout, on a peur de la communauté qui, tu sais, le côté complot, tous ces trucs-là, on se l'est tellement pris dans la tronche très, 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 très fort que
à ce niveau-là, c'est là où on a des plus grosses attentes, clairement. Donc c'est quoi concrètement le côté complot? C'est la communauté aurait peur que tu sois, je sais pas, payé par le Et gouvernement alors, pour faire de la il y a vidéo? payé par le gouvernement, payé par les laboratoires pharmaceutiques, D'accord. tout le mouvement anti-vax, qui est très puissant quand même, et qui n'hésite pas à dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire bien ce qu'ils pensent, hein, mais voilà. Ils nous ont mis bien plein la gueule quand même. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est tout ça, quoi. Il faut prendre. Et en plus, le truc, c'est que nous, on prend jamais parti. Tu vois, on a fait une vidéo sur le nucléaire où je vais dans une centrale et j'explique comment fonctionne une centrale, mais je dis pas le nucléaire, c'est trop bien, c'est exactement ça qu'il faut faire, machin. Et pareil pour les vaccins, je dis juste un vaccin, comment ça fonctionne, comment ça a été inventé, le mode d'action, etc. Je dis pas allez tous vous faire vacciner. Mais il y a des modes de lecture qui sont pas encore. Voilà. Il y a des sujets dont tu t'interdis de parler? Que tu te dis: «Là, ça va être trop touchy», Euh, Bah, franchement, ouais, des fois, on a voulu faire une vidéo sur la religion et la science, et on s'est dit, bon, on va peut-être attendre un peu. ça, ça on va peut-être éviter pour l'instant. OK. Mais pourtant, il y aura plein de trucs super intéressants à dire, mais non, pour l'instant, voilà, on fait d'autres sujets, mais ouais, de temps en temps, on se dit ça, on se dit, ouais, ça, on va peut-être passer pour l'instant. En vrai, c'est hyper intéressant. Cette vidéo, moi, je te conseille de la faire. Ah ouais? Ouais, bah, bon bref, petite digression, mais moi, tu vois, j'ai grandi dans un environnement, catholique, lycée jésuite et tout ça Ouais, et après, mon père a fait des études de théologie très poussées, tu vois? ok. Et en fait, tu te rends compte que les gens au sein d'une même religion ont pas du tout la même compréhension, tu vois? Entre ceux qui comprennent que, tel moment de l'Ancien Testament, ça a une valeur, de mythe, tu vois? De fable et tout ça, parce que aussi ça a été écrit dans des conditions où, tu vois, c'était aussi pour, bah, des conditions, politiques, tu vois? Pour faire croire que tel peuple était hyper puissant, tel autre un Hmm. peu moins puissant et tout ça. Donc tu as ceux qui ont cette compréhension-là et ceux qui ont une compréhension, mais hyper dogmatique et tout ça, bon, qui a moins de sens, en fait, tu vois? Où Ouais. clairement, c'est pas passé comme ça. Donc en fait, bon, bref, aller un peu plus loin là-dessus, tu te rends compte que même les gens sont pas d'accord au sein de la même religion, là-dessus, quoi. Ouais, ouais, il y aurait effectivement, comme tu dis, plein de choses à dire. Et je pense que tu te ferais pas que des copains, ouais. Ouais, ouais, mais des fois, il faut prendre le risque aussi, quoi. C'est pas grave de pas se faire que des copains, hein. Ouais, Franchement, ouais. nous, notre mission, c'est avant tout d'expliquer aux gens des trucs, et ils adhèrent pas. On n'est pas là pour se faire des copains, quoi, finalement. Mais je note, je note. Bon, bref, si, une vue en plus, sur une Ah vidéo, ouais. je pense que ça change pas grand-chose pour toi. Alors à ce moment-là, c'est aussi là que tu as créé ton skatepark, c'est ça? Et que tu as créé ton Ouais, environnement de travail? 2018, alors j'avais déjà j'ai eu mes premiers locaux en 2017. Dès que tout a explosé, bah, j'ai pu me prendre enfin des locaux. Et j'ai d'ailleurs commencé à travailler avec mon premier associé qui s'appelle Pickup, avec qui on travaille toujours d'ailleurs, qui fait tous les dessins, les illustrations dans les vidéos, et le montage aussi de temps en temps. Mais oui, en 2018, on a eu l'occasion de pouvoir investir un grand lieu dans Paris, enfin en Île-de-France, pas très loin d'ici, pas loin du tout d'ici d'ailleurs. OK. Heu, un grand hangar de 400 mètres carrés, dans lequel moi j'avais toujours eu envie bah, j'adore le skate depuis toujours, de faire mon skatepark, quoi. Donc on a réfléchi un peu avec ma copine du coup, avec qui on commençait déjà pas mal à travailler. On a fait des devis avec des boîtes qui fabriquent des skateparks, et on a eu, du coup, le contact d'une bonne personne, dans le milieu du skate, et du coup on a fait faire un skatepark, un premier skatepark, parce qu'on en a fait 2 en réalité, et donc on l'a fait faire construire, et puis ils sont venus l'installer, bah, dans notre lieu. Parallèlement à ça, on a lancé des grands travaux dans ce hangar pour pouvoir construire tous nos studios de tournage, et nos locaux de prod, en fait. Et donc, on s'est installé là-dedans pendant 5 ans. Je crois que c'était 5 ans, de 2018 à, non, plutôt 2 ans, plutôt 4 ans, pardon. Hem et on a travaillé là-dedans, dans cet endroit, pendant qu'on a appelé le Biome, pendant 4 ans, du coup, et c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment la fête, tous les jours. Il y avait tout le temps du monde qui venait skater. Alors, c'était un parc privé, mais on avait tous nos potes qui venaient. L'équipe de France de skate est venue, des grands athlètes et tout. Et puis, on travaillait là-dedans, et franchement, c'était vraiment à l'américaine, quoi. Tu vois, vraiment le skatepark privé. Enfin, c'était trop bien, quoi. Mais oui. Tu dis: «C'était», c'est fini là maintenant, ouais. Ouais, c'est fini. Bah, le lieu, en fait, on a dû le rendre parce que c'était un bail précaire, donc on savait que le bâtiment allait être détruit au bout de quelques années. Donc c'était vraiment l'occasion d'investir les lieux pour pouvoir faire grandir un truc pendant quelques années. Et donc nous, on a pris le risque, en fait, et puis on a lancé la marque du Biome, qui a très bien marché. On a pu vendre pas mal de planches, pas mal de fringues et tout. Et là, c'est terminé, donc on a dû quitter les lieux.
On a dû réempacter le skatepark dans un conteneur chez le fabricant. Et le skatepark, là, il va réatterrir bientôt dans une ville. On dévoilera bientôt toutes les coulisses, mais le skatepark va enfin revivre. Et ça, c'est trop bien. Alors justement, on a pas mal parlé sans mauvais jeu de mots, de ta casquette de créateur de contenu. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu plus de celle d'entrepreneur? Ouais. Bon, tu manages des gens, c'est ça aujourd'hui? Tu manages combien de personnes Ouais, bah, et est-ce que tu aimes bien ça, manager? non, c'est le pire aspect de mon travail, je trouve. C'est vraiment, on n'est pas préparé du tout, je trouve, en tant que créateur, déjà à monter une boîte, tu vois, mais par obligation financière, au bout d'un moment, on est obligé, quoi, parce si tout se passe bien, tu pètes les plafonds de l'auto-entrepreneuriat et du coup, tu es obligé de monter une structure. Donc en 2015, j'ai monté ma boîte de prod. Euh, et là, tu te retrouves à être obligé de discuter avec des comptables, de faire des bilans, de déclarer ta TVA, de faire tout ça, quoi. Faire des fiches de paye. Et c'est des choses, quand tu es issu de mon milieu, on va dire créa, tu vois, Ouais. t'es pas du tout préparé à ça, quoi. Normalement, c'est une casquette, c'est plein de métiers, tout ça, quoi. Donc c'était très difficile, franchement. Et au début, j'ai fait Et pas c'est mal toi d'erreurs. qui le fais? Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est toi qui le fais. Tu t'es pas dit j'embauche quelqu'un qui va structurer un peu tout ça, qui va Non, au s'occuper de ces début, trucs-là? j'ai conçu la boîte avec un ami de mon père qui crée des boîtes, en gros. Donc, c'est lui qui a fait les statuts, qui a monté la boîte, quoi, pour pouvoir pour que la structure existe. Donc, la boîte, elle est carrée, nickel, mais j'ai pas, alors je l'ai payé lui, hein, quand même, attention, mais j'ai pas fait appel à un cabinet qui a fait ça. C'était un ami de mon père qui, lui, fait des boîtes, quoi. Et, après, on s'est staffé. Franchement, après, on a dû travailler avec des gens pour bah, justement faire nos bilans comptables, des investissements à droite à gauche. Mais enfin là, c'est quelques années déjà après. Euh, donc ma copine nous a rejoints dans l'aventure et on a beaucoup travaillé ensemble pour justement le développement de cette société. Euh, et, euh, et en gros, ça a pris un peu de l'ampleur quoi, avec au fil des vidéos, parce que nous, on est une boîte de prod audiovisuelle, mais après, on a rajouté des petits, tu sais, des petits, comment dire, je sais même pas comment ça s'appelle, les petits numéros pour rajouter des cases dans ta structure, là, si tu veux, par exemple, vendre des jouets, tu vois, ce genre de Ok, truc. d'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais, voilà, donc en gros, le truc a un peu évolué comme ça, et donc aujourd'hui, donc, pour répondre à ta question, on est, euh, on est quatre dans la boîte, des CDI donc. Après, il y a tous les freelances à côté, donc les personnes qui font les miniatures. Il y a tous les agents, enfin, il y a mon agence, avec mon agente avec qui je travaille. Ton agence, Euh, c'est Bump, hein, c'est ouais, ça? c'est Bump, ouais, c'est ça. L'agence de Squeezie, notamment. Exactement, ouais. Après, il y a un cabinet de fiscalistes, en gros, gestionnaire de patrimoine, qui nous accompagne. Un cabinet comptable. Et donc, tout l'écosystème, si on les prend tous en compte, on doit être une quinzaine, quoi, en gros, D'accord. avec tous les freelances. Donc, la boîte de prod, c'est pour produire tes vidéos à toi, mais Ouais. aussi celles d'autres créateurs de contenu, Non, c'est juste ça? les miennes. D'accord, Ouais. ok. Alors, il y a les miennes. Avant, il y avait celle du biome aussi, parce qu'on avait créé une chaîne YouTube pour le biome. Euh, Mais non, non, il n'y a pas d'autres créateurs. Moi, je me concentre sur les miennes et c'est déjà très bien. Ok. Et après, tu as d'autres business à côté. Tu parlais d'une marque de fringues, tu parlais Ouais, d'équipements sur le skate. ouais, c'est Je crois que ça. tu as une BD aussi, tu as un jeu vidéo. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, tu vois, les créateurs, souvent, au bout d'un moment, commencent à développer des projets annexes pour avoir des sources de revenus diverses. Et puis aussi parce que c'est passionnant, je pense. C'est pas juste une histoire. C'est vraiment pas juste pour faire de la thune, quoi. En tout cas, nous, c'est vraiment pas ça. Si on a fait le biome, et je touche ça parce que c'est une fringue du biome, c'est par pur besoin de le faire, quoi. C'est vraiment pas pour faire de l'argent, parce que de l'argent, on n'en a pas fait énormément en réalité avec le biome. Euh, mais donc oui, on a créé le biome avec ma copine. Donc, et donc oui, on a vendu des planches de skate qu'on a designées nous. On a pensé la forme, parce que toutes les planches de skate ont une forme bien définie et tout. On a fait plusieurs collections. Enfin, on en a fait même des planches, on en a dû en créer une quinzaine, je pense, sur 4 ans. Et puis plein de collections de fringues aussi. Et ça, c'était une superbe aventure parce ça nous a appris à faire des shootings, à poser, à faire des castings aussi pour shooter avec des gens, etc. Donc ça, c'était vraiment top. Et bon, là, c'est fini parce qu'on a envie de passer à autre chose. Et puis quand on a plus le skatepark, c'est un peu dur de. C'est un peu dur. Ça avait une grande logique quand on avait le skatepark et qu'on pouvait faire des vidéos de skate, puber un peu nos planches, nos fringues avec le skatepark. Mais maintenant que tout est. Voilà,
C'est Ça a nous. moins de sens, quoi. Ouais, ça a Ouais. moins de sens pour nous que de conserver ça, donc on va l'arrêter tout doucement. Mais c'est pas parce que ça marche plus, c'est vraiment parce que pour nous, ça a moins de sens, quoi. Ensuite, moi, j'ai lancé une marque de jouets qui s'appelle Neotemi, que j'ai toujours d'ailleurs. On a fait un seul jouet, alors j'avoue, c'est pas énorme, mais donc c'est un petit fidget toy, qui s'appelle l'ADN. C'est un truc comme ça où tu tournes et ça fait une petite vibration dans la main, ça tourne très, très vite et très longtemps, c'est assez agréable. Donc c'est vraiment un fidget toy qui peut faire penser au hand spinner, même si en termes de physique et de visuel, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus beau, franchement. Et Ok. on l'a fait fabriquer en France, usiner en France. C'était une grande aventure parce que usiner en France, c'est long, c'est cher et c'est un peu laborieux. Mais on l'a fait de bout en bout et c'était très intéressant. Et comme je te disais tout à l'heure avant l'émission, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est même pas de vendre les produits, c'est plus de développer les choses, quoi. J'adore créer les choses de A à Z, les penser, et les faire germer. C'est presque ça mon étape préférée, quoi. Trouver le nom de la collection, les thèmes, les teintes qui m'inspirent. C'est vraiment ça le plus stimulant. Et donc voilà, l'ADN aussi, on l'a fait de A à Z et il y aura peut-être d'autres jouets qui sortiront à l'avenir. Moi, je possède toujours la marque, donc je me l'interdis pas. Et après, la BD, ouais, c'est plus un produit un peu dérivé, mais qui fait sens, tu vois. Mais bon, un livre, comparé à l'usinage d'un jouet, tu vois, qui doit répondre à certaines normes, européennes, machin, tout ça, c'est quand même, enfin et surtout l'ADN pour le coup, je l'ai drivé de A à Z quasi tout seul avec un associé quand même, mais alors que la BD tout de suite, tu as une maison d'édition, tu es tout de suite un peu plus en retrait, quoi. Mais c'était quand même super à faire. Et on a fait un jeu vidéo aussi qu'on a sorti il y a 6 mois, qui s'appelle Moss, qui est toujours dispo sur les stores d'ailleurs et qui a reçu un accueil, vraiment fabuleux. Il a été téléchargé, 110 000 fois, donc c'est pour un premier jeu vidéo, c'est vraiment pas mal. Il est gratuit, donc on a fait 0 € dessus, enfin sur les téléchargements en tout cas. Et il y avait pas de modèle économique dedans, il y a pas de microtransactions, il y a pas de pub, il y a 0 pub à l'intérieur. Enfin, si ce n'est, des petits écriteaux Lenovo à droite à gauche, parce que Lenovo, en fait, ils sont producteurs quoi du jeu. Ils nous ont aidés à financer la production. Et donc, ils apparaissent à des moments dans le jeu, c'est Ouais, ça? c'est ça, en gros, Ok. tout le jeu et l'ADA, c'est du pixel art, tu vois, donc un peu Ouais. comme Pokémon à l'ancienne. Et donc, si tu veux, à un moment donné, tu as un espèce de pod un peu futuriste, bah, il y a écrit Lenovo dessus. À un moment donné, le perso, il a un petit ordi, il y a écrit Lenovo dessus, tu vois. Donc, ils apparaissent comme ça. Et pour eux, c'était vraiment un nouveau style d'influence, en fait, parce qu'en gros, ils voulaient faire de l'influence avec nous. Sauf que nous, on voulait pas faire des intégrations classiques dans des vidéos tu sais, 1 minute de pub. Ça nous intéressait pas parce que on en fait tout le temps et à un moment donné où c'est plus très stimulant, quoi. Et là, ils voulaient un partenariat un peu long terme avec un beau budget. Donc on s'est dit, bah, quitte à faire un truc vraiment intéressant, on va proposer un vrai produit aux gens et c'est le jeu vidéo, quoi. Et nous, ça fait des années qu'on voulait faire un jeu vidéo. J'ai une belle partie de mon entourage qui sont issus du milieu du jeu vidéo, qui ont fait ISART, ISART Digital, donc une école de jeux vidéo, ou même l'Engmin, des écoles comme ça. Mon pote Doc Gero, d'ailleurs, qui est aussi créateur de contenu, il fait des vidéos, mais il est game designer et il sort ses jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment un pote d'enfance aussi, quasiment, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Alors, pas d'enfance, mais on se connaît depuis, je pense qu'on a 18 ans, 17-18 ans. Et, euh, et tous ces gens-là, ils m'ont toujours inspiré parce qu'ils font du jeu vidéo et c'est un prisme que je consomme depuis toujours, quoi. Et ça avait un sens absolu pour moi un jour de faire un jeu vidéo dans ma carrière, on va dire. Et ce sera pas mon dernier, c'est sûr. J'ai absolument envie d'en faire d'autres. J'en ai deux d'ailleurs qui sont en pré-prod que j'aimerais démarrer. Mais en fait, je trouve le prisme du jeu vidéo pour expliquer des choses et faire de la vulgarisation, je trouve que c'est trop bien, quoi. Ça change vraiment de la vidéo et ça fait un peu du bien de changer, quoi. Donc tu vois, Tu il y a eu pourrais tout faire ça. un jeu vidéo autour de la science, quoi, et gamifier un peu Ouais, mais l'apprentissage de la science. c'est vraiment ça. Le jeu Moss, pour le coup, c'est ça. C'est un jeu de biologie, en gros. Tu dois Ok. t'occuper de petits tardigrades. Donc c'est un mix entre Tamagotchi, Pokémon et WarioWare parce qu'il y a plein de mini-jeux dans le jeu. Mais à mesure que tu obtiens tes petits tardigrades, qui sont des espèces différentes qui existent pour de vrai, tu as plein de facts sur eux, où ils vivent, il faut les nourrir, faut pas qu'ils tombent malades. Tu les nourris un peu des aliments qu'ils aiment bien réellement dans la vraie vie. Donc tu vois, il y a un vrai côté éducatif quand même. Et ça, j'aime beaucoup, franchement. C'est marrant parce que tu dis que tu es devenu entrepreneur un peu malgré toi parce que en tant que créateur de contenu, ça marchait bien et de ça, et donc tu as dû structurer tout ça. Mais pour moi, tu es fondamentalement un entrepreneur. Enfin, j'ai l'impression que tu adores entreprendre, en fait. C'est Mm. ça qui te fait kiffer, quoi. Ouais, c'est monter des projets, les imaginer, même si ça marche pas, c'est pas trop grave ça en soi, parce que j'ai pas trop je considère pas trop la défaite comme un truc négatif en réalité.
J'adore même la défaite ou l'échec plutôt. C'est pas tellement la défaite, c'est plus l'échec. Donc si un projet marche pas et que c'est aux yeux des gens un échec, bah moi je le vois. Alors effectivement, ça fait mal, c'est chiant, mais je le vois pas trop comme un truc négatif. Je trouve que c'est beaucoup plus instructif et riche euh, un échec qu'une réussite en fait, en réalité, je trouve. Donc oui, je pense que je suis un créateur et un entrepreneur. Je sais pas lequel en premier, mais en tout cas les deux, clairement. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris dans ton aventure entrepreneuriale depuis que tu as démarré? Qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, déjà. C'est souvent, enfin, c'est impossible, voire très compliqué quand même de faire tout seul. Même si, on a le feu en nous et qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. Il y a un moment donné où il y a plein de tâches que des gens feront forcément mieux que toi et ce truc-là, c'est un peu dur, je trouve, des fois, de se dire, bah, de déléguer quoi, tout simplement. Mais il y a un moment donné où, bah, développer un site web pour, faire la promotion de son jeu vidéo, bah, moi je peux pas le faire et donc il y a des gens qui le feront 100 000 fois mieux que moi, quoi. Donc le truc le plus important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, autre question que je vais te poser aussi, c'est comment tu vis un peu ton rapport à l'argent. Je t'explique pourquoi je te pose la question. Moi, sur cette chaîne, je parle beaucoup d'argent et de business, et notamment autour de l'industrie de la création de contenu. Tu vois, j'essaie de montrer que la création de contenu, ce qu'on appelle la créateur économie, voilà, c'est devenu une vraie économie, un vrai business. Mmh. Ça crée des emplois directement et indirectement. Et c'est pas juste voilà, des enfants, entre guillemets, dans leur chambre qui font des vidéos. Cela dit, je pense que c'est un truc qui m'est pas mal reproché par pas mal de personnes de l'industrie qui me disent: «Ah, mais non, mais tu rien compris. D'ailleurs, le mot de créateur économie a aucun sens. C'est un art. Tu vois, tu devrais pas parler de ces choses-là». Toi, comment est-ce que tu vis ça? Tu vois, bon, on s'en doute, voilà, toutes tes activités génèrent quand même un certain chiffre d'affaires. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en parles pas? Et comment tu vis ce truc-là? J'en ai jamais vraiment parlé. Alors, il y a déjà eu, je pense, des émissions ou des interviews où j'ai peut-être parlé des salaires, des trucs comme ça. Après chiffre d'affaires, je suis pas sûr d'avoir déjà été, confronté dans une émission à en parler. Après, en vrai, on peut en parler, voilà, il y a pas de souci. Mais hem, du coup, la question de base, c'est quoi? Excuse-moi? J'ai C'est, quel est ton rapport à l'argent depuis que tu vois, depuis que tu réussis, et Ouais. à quel point tu es à l'aise à communiquer dessus ou pas, quoi? Bah, mon rapport à l'argent, c'est que, je pense que, vu l'endroit d'où je viens, on va dire, et comment j'ai été, élevé, les valeurs, financières dans lesquelles j'ai été élevé, je fais très attention, quoi. Même encore aujourd'hui, si tu veux, heu et c'est un peu un défaut quand même, c'est que je réinvestis pas énormément en réalité de l'argent que j'ai. Alors ma copine, à l'aide de nos fiscalistes, on va dire, ont eu des super conseils parce que moi, pour le coup, je suis tellement flippé parfois que, un jour il y ait plus d'argent, que finalement je touche pas trop et ça fait grossir une trésor qui sert à rien au final. Ça Ouais. sert à rien d'avoir une trésorerie, infinie au final. Ouais, c'est même négatif avec C'est même l'inflation. Ouais, négatif, tu vois? ouais, Au final, tu perds de l'argent ouais. effectivement. Donc moi j'ai tendance à, si je suis tout seul, à pas faire de move financier parce que, je me dis: «Je préfère avoir un pactole au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer». Donc tu vois, je réponds à la question que tu m'as posée il y a 30 minutes où quand même, je fais quand même gaffe à l'avenir et si jamais ça s'arrête, je suis dans la merde quand Ouais, même. ouais. Donc j'ai quand même ça dans un coin de ma tête finalement. Mais, s'il y avait pas ma copine qui a, je dis ma copine, on est ensemble depuis 15 ans, mais c'est juste que voilà, Ouais, ouais. c'est carrément ma compagne, c'est ma meilleure amie, c'est la meilleure quoi, clairement. Et Mais c'est aussi la gestionnaire dans voilà, dans c'est la ça. boîte, Bon, quoi. alors maintenant, elle est plus là, elle souhaite faire d'autres trucs et je la comprends, parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle était, chez nous. Donc là, elle va se lancer justement aussi dans l'entrepreneuriat, de son côté et franchement, ça va être, trop bien. J'ai hâte que tout se concrétise. Mais, elle a fait des moves de fou, financiers avec nos gestionnaires, en fait et donc moi, voilà, je fais très attention mais je fais un peu de la merde, quoi. Je touche à rien et ça fait gonfler une trésor, comme je te disais, qui sert à que dalle. Mais elle a fait, voilà, ils ont ouvert tu sais, des comptes à terme, on a investi dans des SCPI, on a acheté nos locaux, un appart, enfin, tu vois? On a fait des trucs OK. des moves comme ça que moi, j'aurais jamais fait. Pas trop risqué, quoi, non plus, mais OK, Pas mais trop ouais, ouais. risqué, non, non, après, c'est quoi qui serait risqué, par exemple? Ce serait d'investir dans des startups, ce serait ultra Ah oui, risqué, ouais, ouais. d'investir dans le marché, actions, ce serait un peu moins risqué, et Moi, là, ça, ce je que le fais, OK, action un peu, mais d'accord. vraiment en perso, avec mon argent perso, pas pro, pas l'argent de la boîte, mais j'ai une petite enveloppe que je me réserve. Alors c'est vraiment, c'est pas un truc, c'est pas une enveloppe de fou, mais j'ai une petite enveloppe que je me réserve, action, tu sais, court terme. J'aime bien checker en réalité un peu la bourse et faire des petits moves d'une semaine, 2 semaines sur certaines boîtes. Donc ça, j'aime bien, tu vois? Donc j'ai quand même un peu un côté,
un poil joueur là-dessus, Mmh. mais c'est aussi parce que, en fait, je me renseigne tellement sur le monde de la tech, de la science, sur l'informatique quantique, sur tous ces milieux-là. Je me fais une veille quasi journalière là-dessus que, que les boîtes, je les connais bien, ce qu'elles font, et cetera. Et donc, j'investis un peu dans ces trucs-là, mais que des boîtes qui sont listées, tu vois. J'investirais jamais, je crois, dans une startup qui n'est pas listée. Je sais même pas comment ça fonctionnerait en réalité. Ouais, ouais. Je sais même pas comment on peut rentrer au capital d'une boîte qui est pas en bourse. Là, tu fais bien. Franchement, c'est un investissement hyper risqué. Bon, je te dis ce que j'en pense rapidement, mais je pense que ça a été très démocratisé aujourd'hui à te faire croire que tout le monde, Madame Michu, pourrait investir 1000 Ouais, balles dans une startup. Et pas du tout. Moi, je pense que c'est sain que, au minimum, il faut investir 10 000 dans une startup où, tu vois, si t'as pas 10 000 à perdre, entre guillemets, ouais, faut ouais, pas ouais, aller là-dessus, tu vois. Donc, ouais. moi, je te recommande pas d'y aller comme ça, tu vois. Donc toi, tu fais ça un peu maintenant que tu connais. Moi, je l'ai fait et c'était plus de la love money, c'était plus pour aider des potes, tu vois. Et c'était de Ok. l'argent que je savais que j'allais pas revoir. Et là, je commence à le faire, mais c'est vraiment de l'argent, tu vois. T'es vraiment prêt à perdre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment de l'argent qu'il faut savoir que tu peux le perdre et que dans Mhm. 99% des cas, tu vas le perdre. Mais c'est vrai que dans 1% des cas, tu vas peut-être faire fois 1000 ou fois 10 000 sur ton investissement, quoi. Fois 10 000, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal, ouais. Si ça arrive, c'est cool. Mais bon, voilà. Enfin, je pense qu'il faut faire très attention à ça, quoi. Ouais. Et toi Euh, aussi, tu fais un peu ces pays, ces trucs-là? Hem, je fais, pas mal, de marchés actions, Ouais, et des fonds obligataires. À un moment, c'était intéressant, tu ok. vois? Donc je l'ai pas mal fait et après j'ai beaucoup investi dans mes boîtes aussi, tu vois? Ouais. Et dans mon appart, tu vois? Hmm. Je m'étais emballé sur un appart, un peu trop cher à un moment où j'avais un très gros salaire. Ouais, Voilà, aujourd'hui, ok. ça fait que j'ai des mensualités conséquentes, Un à peu tenir, élevé. quoi. Voilà. Ok. Faut que mes revenus de youtubeur, augmentent, quoi. Ouais. Mais bon, si tu veux, enfin, si ça t'intéresse, on pourra en Ouais, parler. carrément. Moi, j'aime bien. En vrai, je suis pas du tout issu du milieu de la finance ou quoi, mais j'avoue que le lier au monde de la science, tu vois, parce que moi, les boîtes dans lesquelles j'investis en bourse, c'est que des boîtes qui sont des petits trucs, quand même, des petites boîtes qui valent pas très cher et qui sont de près ou de loin dans le monde de la science. Ça peut être l'informatique quantique, la médecine, Mmh. la robotique, tu vois. Et j'aime bien parce que c'est des milieux que je connais déjà, donc ça me parle, quoi, mais les trucs vraiment dangereux, j'avoue que moi, je suis quand même très sécuritaire, quoi. Comme je te dis, j'ai tendance à pas toucher et ça grandit, mais ça sert à rien. Et comme tu disais, avec l'inflation, au final, tu perds de l'argent techniquement, quoi. Ouais, fais attention à ça, ouais, c'est ça. T'as Ouais, des investissements qui correspondent à ton profil, tu vois, qui sont, très peu risqués, tu vois? ouais, Bon, genre le fonds euro, enfin, tu dois connaître, ouais. ces trucs-là. Il y a un truc qui m'interpelle, voilà, dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que j'ai l'impression que tu pas changé, quoi, que tu as gardé, les pieds sur terre, que tu toujours les mêmes potes et tout ça. Mmh. Comment tu as fait pour faire ça, sachant que, voilà, quoi qu'on dise, avec le succès, tu es obligé de changer un peu. Enfin, il y a des choses qui changent dans ta vie, notamment, bah, on a parlé de l'argent, notamment, enfin, plein de choses, les gens qui te connaissent et tout ça. Comment tu fais pour, garder les pieds sur terre et ne pas changer et puis garder les mêmes potes d'enfance que tu as Ouais. toujours aujourd'hui, quoi? Bah, déjà, je pense que le truc en fait, c'est déjà, moi, j'ai pas beaucoup de besoins dans la vie. Le truc, dont j'ai le plus besoin, c'est de mes proches, de ma copine, de ma famille. Et de m'amuser, à jouer aux jeux vidéo, à sortir, aller au cinéma, mais rien de plus. Je suis pas du tout branché voiture, maison de luxe, hôtel 5 étoiles, tous ces trucs-là, donc et puis je sors pas des masses en réalité. Enfin, je sors un petit peu, mais avec mes potes, quoi, et si tu veux, toutes les invitations, par exemple, aux avant-premières de cinéma, aux avant-premières de trucs, de spectacles, ou les cocktails de soirées, d'influence, je n'y vais absolument jamais. Je suis invité, mais j'y vais jamais parce que c'est pas du tout un truc qui me parle. Ça m'intéresse pas de rencontrer les gens OK. dans ce genre de cadre-là. J'adore vraiment rencontrer les gens, mais dans des cadres plus intimistes. Heu, mais dans les cadres où faut, réseauter, c'est vraiment pas pour moi. OK. Faut pas que Donc j'essaie de t'inviter à la Paris Creator Week, quoi. Tu vas je pas. crois que vous avez essayé, hein? Ah, on a essayé? Ouais, OK, d'accord, je crois d'accord. que vous avez On s'est essayé. déjà pris un moment, OK. Ouais, mais en Ouais. fait, je suis un peu buggé, je suis très timide en réalité et hem et du coup, j'arrive pas à échanger dans ce genre de soirée et donc je passe juste pour un mec un peu insociable et c'est pas bon, quoi. J'arrive pas, j'ai du mal, c'est pas ma place, les grandes soirées réseautage donc j'y vais pas, en fait
Et donc je pense que le fait de pas rencontrer trop de gens comme ça de l'industrie, déjà ça me fait, pas changer mon noyau dur d'amis et et tu vois, ouais, voilà, du coup, je reste un peu le même, avec mes proches, avec mes potes. Ça m'empêche pas de rencontrer plein de nouvelles personnes, mais moi, j'ai juste besoin de voir mes potes, mais ça, par contre, j'en ai vraiment besoin. Je me rends compte que quand je suis seul, je deviens très vite, pas bien, quoi. Je peux très vite être triste si je suis seul, je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, en fait, ou alors vraiment 2 heures par jour, le soir, mais c'est tout et sinon, j'ai toujours fonctionné en bande et donc dès que je suis seul, c'est un peu bizarre. Mais ouais, voilà, j'ai juste besoin d'eux, de ma copine, de ma famille, même s'ils sont loin, ils sont encore en Bretagne, mais c'est tout. J'ai pas beaucoup de besoins. C'est pour ça, je pense. Comment tu vois la suite aujourd'hui? Tu as envie de continuer à croître, en nombre d'abonnés, sur tes boîtes, en chiffre d'affaires, tout ça, enfin, ou à continuer à entreprendre de nouvelles choses? Ou au contraire, tu as envie d'un truc un peu plus calme, En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai pas du tout envie de croître en termes de boîte, parce que ça veut dire, gérer plus de paperasse, de trucs et c'est vraiment le pire truc au monde pour moi, je trouve. Donc et puis j'ai pas envie d'embaucher, j'ai pas envie de me staffer plus que ça parce que le deuxième truc au monde, je trouve, c'est de manager des gens. Voilà, enfin, en tout cas, moi, ça me va pas. Enfin, j'ai du mal. Heu, Mais juste sur ça, excuse-moi, je t'interromps, mais tu pourrais avoir, tu vois, un chief of staff, tu vois, une sorte de bras droit dont ouais. le job, tu vois, c'est une sorte de RH, il gère le financier, enfin, il gère un peu tout l'admin de ta boîte que tu as pas envie de faire et toi, tu te concentres sur la partie, créative, quoi. Ouais, mais je pense que ce serait un peu bizarre parce que les gens avec qui je travaille, qui sont, en CDI dans ma boîte, c'est des potes de base. Ouais, C'est vraiment des très bons amis et ça se passe quand même pas trop mal. Bon, il y a quelques petites différences de temps en temps, mais je pense que s'il y avait quelqu'un d'autre, pardon, qui les drivait, ce serait bizarre OK. quand même. Parce qu'on est vraiment entre nous, tu vois? C'est pas une grande structure, quoi, donc ce serait un peu chelou. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de quelqu'un, je crois que malheureusement, je dois m'y coller. Et puis en vrai, même cette personne-là, RH, ça me ferait chier de la driver, en fait. Ouais, ouais, Tu vois? Donc je préfère avoir ma vision. OK. Parce que le plus important, je trouve, dans notre métier, c'est la vision, vraiment. C'est vraiment la vision que tu as et l'investissement que tu vas mettre dans le projet. Je pense que les projets dans lesquels tu t'investis pas réellement, corps et âme, ça marche un peu moins bien. Tu vois, la BD, typiquement, j'ai pas la sensation, malheureusement, d'avoir mis toute ma gouache dedans et c'est vrai que ça a moins bien marché. Alors que le jeu vidéo, j'ai vraiment, donné pas mal et ça a très bien fonctionné, tu vois? Et je pense que si j'avais un relais entre mon staff et moi, ce serait un peu plus diluer la peinture, tu vois? D'accord. Et je pense que c'est pas bon. En tout cas, pour mon fonctionnement, c'est pas bon. Alors je te fais une question test pour voir si tu es un bon manager. Est-ce que vous avez écrit quelque part, tu vois, les missions de chacun, toi tu es responsable de, garantir que les vues sont publiées que les vidéos sont publiées à temps, garantir, je sais pas, faire le community management, répondre aux commentaires. Est-ce qu'il y a un endroit dans la boîte où c'est écrit et c'est Non, très clair? OK. non. Non, non, en gros, bah, déjà, le truc, c'est que les 2 employés fixes, enfin, il y a 2 des employés fixes qui sont là, ils ont un peu le même job. Ils sont monteurs, VFX artistes, illustrateurs, donc ils ont un peu les mêmes tâches. Mais ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on est enfin et le problème aussi, c'est que souvent, nous, les dates de rendu, elles changent, tu vois? Et c'est mon problème. Moi, je suis un peu un artiste, qui va vadrouiller à droite à gauche, hem et ça arrive très souvent que une semaine avant la publication de la vidéo, ils sont un peu dans le rush de fin et tout et je leur dis: «Bon les gars, en fait, la vidéo, on la sort, la semaine prochaine». Enfin, dans une OK. une semaine plus tard, en fait. Donc tranquille, allez-y tranquille. Ça arrive quasi tout le temps. Donc même eux, ils savent pas trop. Le problème, c'est que moi, je suis un électron libre, un peu buggé qui peut changer, du jour au lendemain, tu vois? Donc c'est compliqué. Moi, je pense que je suis pas facile, malheureusement à ce niveau-là, je pense que c'est pas évident de travailler avec moi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça, je pense quelqu'un qui ramène un peu de la structure et tout, je pense que ça pourrait t'aider. Mais bon, Non, non, mais à pareil, je voir. note, je note. Et oui, tu raison, sûrement. Enfin, je suis sûr que tu as raison même. Parce que, en fait, le risque que tu as à pas trop structurer, c'est justement, moi, je trouve que quand tu bosses avec des potes, tu vois, et je comprends très bien, moi, j'ai ramené mes meilleurs amis dans l'aventure, j'ai mon petit frère qui m'a rejoint dans l'aventure et tout ça. Et justement, je pense que plus tu bosses avec des potes, des meilleurs amis et tout ça, plus il faut structurer parce que tu as pas envie que ça impacte ton amitié, le Ouais. reste et tout. Et en fait, le fait que ce soit structuré, que ce soit très clair, tu vois, là, c'est toi qui es responsable, tu vois, sans taper sur les doigts, mais juste savoir, ça, c'est dans ton scope, tu t'en occupes, ça, c'est chez moi et ça. Ça évite qu'il y ait des frustrations, des Ouais. non-dits, de mais je croyais que c'était toi, mais en fait, en vérité, j'ai beaucoup plus de travail que ce que tu fais. Parfois, tu fais ce travail de structuration et tu vois qu'il y a un gars, il est complètement sous l'eau, en fait. Quand tu écris, OK, ça c'est ta mission, mais tu vois que tu as écrit 3 pages de mission et tu te dis, ah, mais en fait, OK, je comprends le problème, c'est qu'en fait, toi, tu es complètement sous l'eau. Sans m'en rendre compte, je t'ai donné beaucoup trop de choses, quoi. Bon, bref. Non, mais c'est après, il y a aussi naturellement, des éléments des gens dans la boîte qui vont,
Bah, je sais pas comment non, en fait, je sais même pas comment rebondir là-dessus. Ça sert à rien d'enchaîner. Mais oui, oui, en tout cas, j'entends, peut-être un jour je m'y mettrai. Enfin bon, tu verras. Ouais. Alors, il y a quand même une ligne directrice dans ton parcours, c'est que tu adores transmettre. S'il y a un jeune aujourd'hui qui vient d'un petit village, tu vois, qui a pas de grands moyens et qui te dit, moi, j'aimerais réussir, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, franchement, je lui conseillerais d'essayer, de faire quelque chose, que ce soit un blog, même sur Instagram, tu vois? Maintenant, tu peux faire des petits réels, qui transmettent des choses, mais juste de se laisser le luxe d'essayer. C'est vraiment pour moi le plus important et si ça marche pas, de réessayer une fois et une troisième fois et une quatrième fois et d'avoir ensuite la force de réessayer une sixième fois et une septième fois et une huitième fois et de continuer comme ça et au bout d'un moment, peut-être que ça marchera et je pense que ça marchera. Si tu fais les choses bien, que tu regardes un petit peu à droite à gauche comment ça fonctionne, les codes et tout, je pense que ça marchera. Ouais, c'est ça, tu réessayes 8 fois, mais en changeant à chaque fois un petit truc, quoi, Ouais, tu vois? voilà, tu te réadaptes, tu apprends, tu changes ta petite carapace, tu modifies, tu regardes comment ça se passe et peut-être qu'au bout d'un moment, ça parlera à un public et ça parlera d'ailleurs à un public au bout d'un moment, tu vois? D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais parler de moi alors que la question elle est pas orientée, sur moi, je suis désolé, mais et j'en ai très, très peu parlé, voire quasiment jamais, mais j'ai fait du contenu en japonais. Je sais pas si vous OK. êtes au courant, mais j'ai tout relancé en japonais, il y a 2 ans. Hem et là, pour le coup, c'est vraiment relancé de 0 parce qu'au Japon, personne me connaît, à l'époque. Parce que maintenant, plot twist, il y a pas mal de gens qui me connaissent au Japon. OK. C'est assez fou d'ailleurs. Mais en gros, je suis pas j'aime bien le Japon, j'y suis allé pas mal de fois et il y a une fois où je suis rentré et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse des vidéos en japonais». Donc j'ai appris le japonais. Alors j'ai appris le japonais, j'ai pris des cours, pendant 6 mois, 1 an, je crois. J'ai eu un tout petit niveau, mais je me suis aidé d'une interprète qui m'a traduit, je pense, une centaine de vidéos. J'ai fait une centaine de vidéos en japonais, quoi. Elle les a traduits dans mon ton, dans ma façon de parler et cetera et moi, parallèlement au cours, je tournais toutes les vidéos 2 fois. Sauf que les Français sont pas au courant de ça, mais et j'ai des potes au Japon. Vous allez comprendre, ensuite le retour sur la question, hein, mais Mais du coup, il y avait une autre chaîne ouais, japonaise que les Français connaissent pas, quoi. Où il y a exactement, les ouais. mêmes vidéos, mais en japonais. Ouais, exactement. OK. Mais c'est pas de l'IA, c'est pas doublé, c'est vraiment je les tourne 2 fois. Je les tourne une fois en français et après, pendant 2 heures, je la tourne en japonais parce que c'est super beaucoup plus long, quoi, de faire les prises et tout en japonais comme, évidemment, c'est pas ma langue, quoi. Hem et donc j'ai des amis au Japon maintenant depuis le temps, on s'est fait des contacts là-bas, des gens qui sont aussi dans la création et donc il y a pas mal de gens qui essayent des fois de faire du contenu dans d'autres langues pour pouvoir toucher un public international. Sauf que ça marche très rarement parce qu'en fait ils font pas la bonne méta. Ils se mettent sur un VPN aux États-Unis, ils mettent leur titre en anglais, ils font une vidéo en anglais et ils pensent que ça va toucher un public anglais, sauf que ça ne marche pas. Des fois, ils prennent même une SIM anglaise, mais ça marche pas. Et donc moi, j'ai contourné le truc à 100%. J'ai dit à mon pote: «Je te paye tant par mois». Donc c'est un créateur aussi, donc il connaît bien les codes et tout. «Je te paye tant par mois et tu manages la chaîne. Je t'envoie les vidéos, tu les publies». Donc évidemment, elles sont publiées au Japon, en japonais. C'est obligatoire que ça va toucher les Japonais. Il y a aucun monde où ça touche, les Français. C'est publié directement sur les serveurs, au Japon et tout. Et donc je redémarre de zéro là-bas. Sauf que ça a marché très vite et parce que, bah, TikTok déjà c'est un peu craqué maintenant, c'est quand même assez simple en réalité si tu fais du contenu un peu catchy, que tu comprends bien les systèmes de hook et tout, c'est assez facile on va dire de percer quoi et par contre sur YouTube c'est beaucoup plus compliqué. Les shorts ils sont quand même moins mis en avant, mais ça a quand même très bien marché. J'ai le cadre, 100 000 abonnés, pour ma chaîne, japonaise. Incroyable. C'est fou et donc tout ça pour dire que l'exemple il s'est remontré une deuxième fois pour moi. Parce qu'en réalité, j'ai plus de 500 000 abonnés au Japon. J'ai fait une interview là-bas, dans des radios et tout. Enfin, c'est allé très loin, quoi. Et tout ça pour dire que il faut essayer. Une fois, 2 fois. Et encore ce truc-là, tu vois, je le regarderai peut-être dans 10 ans en me disant: «Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? C'est trop bizarre». Heu, mais je me suis laissé le luxe d'essayer une fois. Ça a pas pris. Une deuxième fois, alors sur TikTok, dès la deuxième vidéo, ça a cartonné, mais c'est TikTok. Mais sur YouTube, c'était long, tu vois? Ça a pris du temps, j'avais 10, 20, 30 abonnés, mais c'est tout ce qu'il me fallait. Une fois que tu as 30 abonnés, c'est bon. Ils vont regarder et après ça va venir petit à petit et c'est là où il va falloir tryhard. C'est là où il faut pas lâcher, en fait. Dès que tu as
attraper un, tu vas en attraper un deuxième et un troisième et un quatrième, et après tu vas en attraper 4 d'un coup. Et après 10 d'un coup, et après 20 d'un coup, après 100, après 1000. Et c'est comme ça que ça fonctionne en réalité, Internet, je trouve. En tout cas pour moi, ça a toujours été progressif comme ça. Il y a eu des moments où ça a explosé, mais il faut tryhard. Et il faut se laisser le... il faut conserver cette foi d'y croire. C'est ça que je donnerais comme conseil. C'était très long, désolé. Il y a Mais au des moins, vous avez non, un non, scoop. c'est Au moins, ouf, vous c'est avez un ouf, vrai c'est ouf. scoop. Attends, j'ai adoré l'histoire, mais du coup, il y a des Français qui t'en ont parlé, qui sont tombés sur, Alors, qui t'ont dit dans quel multivers je suis tombé, j'ai vu ouais, une vidéo ouais. de toi où tu parles japonais? En fait, c'est allé très loin, cette histoire-là. C'est-à-dire que malheureusement, mon compte TikTok japonais, il a très vite été trouvé par des Français parce que j'ai fait une seule erreur dans ma stratégie. C'est que le compte, je l'ai appelé Nozman Japan. Donc, OK. donc il y a Nozman dans le Ouais, on compte. peut faire le lien. Voilà, on peut Mmh. faire le lien. Et puis il y a ma tronche. Et donc, assez vite, mais ça a pris quand même quelques mois, mais assez vite, il y a plein de Français qui sont tombés dessus d'un coup. Et, euh, et le problème, c'est qu'ils ont tous signalé en masse le compte TikTok en pensant que c'était du vol, de l'IA et tout ça. Donc, je me suis fait bannir mon compte TikTok une fois, OK. mon compte japonais. Ensuite, j'ai pu avoir un contact rapidement. Enfin, je sais pas trop comment, mais le compte TikTok a été débloqué. Il s'est refait bannir 3, 4 fois. Et là, actuellement, il est encore banni d'ailleurs. Et j'ai même, c'est fou, mais le compte TikTok, il a tellement bien marché, ça faisait tellement des millions de vues que, à un moment donné, je reçois un mail de TikTok Japan, d'un japonais de chez TikTok, head chief machin TikTok. Oui, on a vu que, bah, ils connaissent en fait, ils connaissaient le compte. Alors, c'est fou et je vais continuer de parler de moi, c'est terrible, Non, mais mais c'est exceptionnel. dans les métros, dans la ligne, comment elle s'appelle, la ligne JR au Japon, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y a une ligne, c'est la plus grande ligne de Tokyo. Il y a des pubs de partout, il y a des télés partout dans les métros. Et il y a un moment donné où j'ai fait partie d'une campagne de pub TikTok où il y avait mes vidéos TikTok japonaises qui étaient diffusées tout le temps dans le métro. Donc TikTok, ils m'ont à la bonne là-bas, tu vois. OK. Et à un moment donné, il y a un chief head, je sais pas quoi, qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit Nozman, t'es sûr que c'est vraiment toi? Enfin, je sais pas pourquoi tout le monde strike ton compte et tout. Et j'ai dû lui expliquer au gars non, c'est bien moi, je vous jure, il faut arrêter de le bannir et tout. C'est Mmh. vraiment moi, il y a pas de souci et tout. Mais je crois que cette personne, elle a changé de poste et du coup, maintenant, j'arrive plus à le récupérer. Mais j'ai toujours ma chaîne YouTube japonaise qui marche bien, très très bien même. Et non, c'est Il a allé. pas prévenu en partant le nouveau japonais Non, que je ce crois pas. compte-là Non, je crois OK, pas, non. dommage. Tout ça pour dire que il faut y croire en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut y croire et il faut se laisser la force de réessayer plein de fois. Tu vois, c'est comme, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Michael Jordan ou Kobe Bryant, enfin c'est un mec de la NBA quoi. Il dit que, et en plus je pense que je vais complètement foirer sa citation, mais c'est un truc du style, je pourrais même pas la dire en fait, je me souviens plus, mais c'était un truc trop stylé sur l'échec, en mode il a fait que rater dans sa vie, mais au final, non, je la dis trop mal, c'est horrible. Vous pourrez la retrouver peut-être et la mettre, mais elle est vraiment cool sa quote. Il y a Federer qui dit dans une keynote qu'il fait à Stanford, tu vois, qui dit combien de points j'ai gagné dans ma vie, tu vois, et combien j'en ai perdu. Ouais. C'est quoi la réponse en pourcentage? Combien de points donc au tennis il a Ouais, perdu? Ah non, j'en sais rien, mais ça ouais, il doit a être. perdu 49% des points, quoi. Donc OK. tu vois, donc c'est intéressant, tu vois la frontière entre le succès et l'échec, Ouais, quoi. Tu vois, ouais, genre en fait la moitié du temps, bah, c'était ouais, et il est pourtant fort, c'est quoi. l'icône le plus zinzin du tennis, quoi. Ouais, c'est assez ouf, je trouve, ça fait réfléchir Ouais, c'est clair. sur la vie, c'est ça, quoi. En fait, on parle que de tes succès, mais il y a plein de fois où tu te foires, quoi. Ouais. Est-ce que, donc, je comprends dans ce que tu changerais pas, c'est le fait d'essayer en permanence. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que tu as fait que tu aurais fait différemment? Hem, c'est une bonne question. Je pense oui, on peut refaire le film, tout le temps et il y a plein de choses qu'on peut faire différemment, mais c'est le genre de question là où j'ai besoin de me poser, j'aurais besoin de me poser 5 minutes pour avoir la réponse, mais Avec ce que tu sais aujourd'hui, il y a pas des trucs où tu te dis: «Ah, ça maintenant avec mon». bah, je pense déjà je me serais staffé en admin, mieux, plus vite, tu vois? Parce que j'ai eu tendance à faire les choses tout seul au début, pendant un petit moment et c'était compliqué, des prises de tête et tout. Donc je pense que je me serais staffé du côté administratif, plus rapidement. Voilà. C'est un peu naze comme réponse, mais c'est ma réponse. Non, je comprends, je comprends. Je pense que j'ai fait cette même erreur, moi. Est-ce que, enfin, quelle est pour toi la plus grande illusion sur le métier de créateur de contenu? Heu, que c'est la plus grande illusion sur le métier de créateur de contenu? Oh la vache, j'en sais rien, il y a plein d'illusions, je pense, hein. Le fait que c'est facile, c'est une illusion et en même temps, c'est comparé à plein de métiers, c'est vrai qu'on est ultra privilégié, mais quand même, il faut voir les points,
les points de rupture où c'est vrai que mentalement, c'est un métier bizarre quand même. Long terme, c'est quand même un métier bizarre. M Pourquoi tu dis mais que mentalement, c'est un métier bizarre? bah, parce que tu vois, il y a un des aspects que je déteste le plus dans ce milieu-là, c'est de me voir tout le temps. Je supporte plus me voir en fait en vidéo, voir tourner la tête, voir les monteurs qui montent ma tronche, faire une minia, voir ma tronche. Je peux plus en fait. C'est pas normal de se voir autant comme ça. Enfin, peut-être qu'il y en a qui adorent ça, mais moi je n'aime pas ça vraiment. Que tout tourne autour de moi, de ma tronche, j'ai vraiment un problème avec ça. Alors c'est peut-être un souci vraiment pour le futur, j'en sais rien, on verra, mais ça, je trouve ça compliqué. J'aime pas trop. Donc Ouais, je comprends, ouais. voilà. Mais la plus grande désillusion, Du coup, tu regardes pas tes vidéos? oh, enfin, je les regarde pour voir si elles sont cool, mais je les re-regarde jamais. Ouais, ouais. Bah, jamais de la vie. Non, non, et je les connais par cœur de toute façon, donc je les ai tournées, coécrites et voilà, donc non, je les regarde pas. À part, il y a quelques petits bangers de temps en temps, ou alors les vidéos de skate. Les vidéos du biome de skate, celles-là, je peux les regarder, mais parce que c'est un groupe, voilà, c'est différent. Sinon, la plus grande désillusion, ouais, je sais pas. J'en sais rien, j'avoue. Bon, on t'a préparé un petit happening pour la fin. OK. Plusieurs questions que notre auteur nous a préparées où tu dois répondre par oui ou non. Rien le On va, droit di- d'autre. bah, on va dire que tu as le droit à un joker. Ok. Un seul joker, OK. Un seul joker, c'est ça. Purée. Il y en a combien? Il y en a 16. 16, OK. Donc le joker, faut que je. Il faut que tu l'utilises bien, hein, pas dès la première question, quoi. Alors, c'est parti. Est-ce que tu t'ennuies facilement? Oui. Est-ce que tu préfères apprendre que gagner? Oui, je préfère apprendre. Est-ce que tu crois que la curiosité est un super pouvoir? Ouais. Tu as déjà tourné une vidéo que tu n'as jamais publiée? Ouais. Est-ce que tu crois que l'humilité attire le succès? Non. Est-ce que tu t'es déjà senti, imposteur? Ouais. Est-ce que tu as déjà eu peur que tout s'arrête? Ouais. Est-ce que tu crois que l'argent rend libre? L'argent rend libre. Ouais, quand même un peu. OK, j'allais dire on est à 8 questions, si tu voulais utiliser le joker, Non, mais il c'était y a possible. pas je crois que alors là, je suis en train d'argumenter, mais l'argent, facilite beaucoup de choses quand même, hein, on va pas se mentir. Est-ce que tu t'aimes plus aujourd'hui, qu'à 20 ans? Non. Est-ce que tu t'es déjà comparé à un autre youtubeur ou Ouais. influenceur? Ça, c'est un gros problème d'ailleurs. Ça, c'est vraiment pervers, hein. Tu C'est veux vrai. développer là-dessus? Pas en tant que joker, mais OK, ouais, je sais pas si j'ai le droit, mais on développera juste après alors. Est-ce que tu crois qu'on peut être heureux sans passion? oui? Est-ce que tu penses que le succès peut isoler? Ouais. T'as déjà voulu tout arrêter? Ouais. Est-ce que tu crois que la curiosité t'a sauvé? Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui t'as trouvé ta place? Oui et non. Allez, c'est le joker. Oui et non, mais je dirais juste ça. OK. Je suis dans une phase un peu bizarre de ma vie, je vais pas vous mentir, donc oui et non. Et en fait, je viens de voir la dernière question, en fait, c'est pas une question oui ou non. Si tu devais me poser une question, tu me demanderais quoi? À toi donc, hein. Ouais. Eh ben, je te poserai, dans quoi tu as investi en bourse? Ouais, j'étais sûr que tu dire ça. Donne-moi tes OK. tuyaux. Ouais, du coup, j'ai déjà répondu, tout à l'heure. Tu voulais développer un peu sur le problème de se comparer à d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs? Non, bah, ouais, c'est vrai que je pense que c'est un truc pervers qu'on fait tous, en fait. On regarde tous un peu les stats des autres, mais sans vraiment, aller les voir. Alors il a fait combien? C'est plus, tu sais, on est abonné à nos potes aussi, quoi, donc tu regardes naturellement un petit peu, les stats, de manière un peu passive, mais il y a un truc un peu pervers des fois de se comparer comme ça, quoi. Mais je pense que c'est naturel. C'est comme, comparer les fringues que tu as avec les fringues de quelqu'un d'autre, comparer les milieux sociaux, enfin, tu vois? Je pense que le milieu de la création, sur internet échappe pas à cette règle-là et il y a un truc un peu pervers de se dire: «Ah, je fais moins que lui, je fais plus que lui, ah il» tu vois? C'est un peu bizarre. Donc ça, j'essaye vraiment de m'en tenir le plus éloigné possible parce que je sens que c'est un truc pas bon, quoi. Bah, écoute, monsieur Nozman, ton meilleur conseil, tu l'as déjà donné, pour, voilà, quelqu'un qui nous regarde. Est-ce que je peux te laisser, conclure en regardant, cette caméra et en japonais, Oh tu là! remercies les gens d'être restés jusqu'au bout et tu leur demandes de s'abonner? Alors attends, il faut que je réfléchisse 2 secondes.
De s'abonner? S'abonner, je saurais pas. Pardon, je suis plus sur le micro. S'abonner, je saurais pas. Bon, je pense que du coup, comme j'ai dit, ils auront compris le message. Je te laisse, Ah, je peux dire je te laisse conclure en japonais. Minna do ga omite kurete arigatou gozaimasu. Ça veut dire merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Commento lan de oshiete ne, ça veut dire n'hésitez pas à commenter. Par contre, s'abonner, j'avoue, je sais. Ok. S'abonner. Non, il doit y avoir un truc où on peut faire un anglicisme avec subscribe, mais j'avoue que je ne saurais pas le dire. Vas-y, dis ce que tu veux à la caméra. De toute façon, je ne le saurais pas. Ah, attends, je viens de faire déjà 2 phrases. Ok. Non, le problème, c'est que ça fait un petit moment que là, j'ai arrêté le Ok. japonais. Donc j'avoue que je commence à être un peu T'es rouillé. moins, Ouais, je suis moins. c'est une langue Je qui se perd vite. suis un peu rouillé. Ouais, c'est fou ce que je viens de faire, putain. Bah écoute, Monsieur Nozman, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Merci, J'espère non, que t'as c'était trop kiffé bien. aussi. Ouais, carrément, c'était très très cool. Ça fait plaisir de s'ouvrir sur même sur des sujets différents, en fait. Tu vois, c'est pas souvent qu'on parle de tous ces aspects-là. Donc, non, c'est trop bien. Non, mais c'est cool. Tu nous as donné des petites exclus en plus. Ah On a là, découvert le des choses. japonais, c'est parce que généralement, il y en a des fois des médias qui me disent on peut parler du japonais, parce qu'il y en a qui savent quand même. Généralement, je dis non, j'aime bien garder ça pour moi et tout. Et là, bon, j'ai tout lâché, je sais pas pourquoi, j'étais à l'aise. Magnifique. Trop bien. Non, merci à toi, merci à vous.